Et d'ailleurs, je vais commencer par ça. Je vais commencer par, pour vous souhaiter la bienvenue, vous saluer. Donc, nous avons avec nous, écoutez, Jules Nyssen. Bonjour Jules, président du syndicat des énergies renouvelables. Bienvenue. Vous pouvez les applaudir, hein, ils le méritent. Et nous avons Étienne Perrault et Arthur Cabier. Donc Étienne Perrault, chef du bureau des énergies renouvelables hydrauliques et marines, et Arthur Cabier, chargé de mission hydroélectricité à la DGEC, ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Bonjour à vous. J'ai le plaisir aussi d'accueillir Claire-Cécile Garnier, qui est chef du bureau de la ressource en eau, des milieux aquatiques et de la pêche en eau douce de l'ADEB, ministère de la Transition écologique. Bienvenue à vous. Xavier, que personne, qu'il n'est pas utile de présenter, le président de France Hydro. Et nous avons Lucine Grémy, directrice des interventions Agence de l'eau Adour-Garonne. Bienvenue à vous. Jean-Éric Carré, directeur général d'Hydrocop et administrateur de France Hydro. Monsieur Claude Miqueux, vous êtes président de la commission réglementation du Comité national de l'eau. Bienvenue à vous. Et puis, vous verrez, il y a aussi monsieur Emmanuel Didon, mais qui ne pouvait pas être présent pour cette table ronde, mais qui a eu la politesse d'enregistrer une petite intervention que j'essaierai de ne pas oublier de passer. Donc si c'est le cas, je sais qu'Aurélie me fera des grands signes, mais on n'oubliera pas. Et donc Emmanuel Didon, qui est directeur régional Nouvelle-Aquitaine de l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Et Nicolas Fléchon, notre administrateur, et qui a la lourde tâche d'animer cette table ronde. Alors, je vais commencer avec vous, Jules. Peut-être, pour commencer, le mieux, c'est de planter le décor. Donc, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous pouvez dresser un bilan rapide de cette année passée sur les énergies renouvelables? Et comme vous êtes au sein des journées France Hydro, évidemment, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment, au milieu de ce bilan, vous jugez la place de l'hydro. On ne vous cache pas qu'en discutant avec les adhérents, beaucoup nous disent qu'aujourd'hui, ils voient plutôt des obstacles s'accumuler dans les projets de développement et se disent peut-être, à juste titre, et vous me direz si vous partagez cette perception, que les grandes dispositions de la loi APER aujourd'hui sont plutôt plus adaptées, ou plutôt plus favorables, plus utiles aux grandes filières comme l'éolien ou le PV. En tout cas, l'hydro aujourd'hui a plus de mal à voir les avantages finalement de ces grandes dispositions, ces grandes lois censées faciliter les énergies renouvelables. Donc voilà, donc on attend de vous de nous rassurer sur les objectifs de l'hydro et de la place qu'on peut lui laisser au milieu de ce panorama des énergies renouvelables. Ouais, merci beaucoup à toutes et tous. J'ai combien de temps pour répondre à tout ça? Non. D'abord, je voulais remercier Xavier et France Hydroélectricité pour m'avoir invité à participer à cette journée. C'est important. Xavier, c'est aussi un administrateur du syndicat des énergies renouvelables. Et puis, je voulais saluer tous les participants de cette table ronde, notamment les représentants de l'État qui sont courageux d'être ici aujourd'hui, et leur dire que sur leurs épaules repose la continuité de l'action publique, et que c'est un sujet qui est toujours valable, mais que dans la période qu'on vit aujourd'hui, il est peut-être plus qu'en d'autres circonstances. Je parle ici en tant que président du syndicat des énergies renouvelables, et ça va être une façon indirecte de commencer à répondre à la fin de la question. Le syndicat des énergies renouvelables, c'est 12 filières d'énergie renouvelable. C'est l'électricité, mais pas que, c'est aussi les molécules, les calories, enfin toutes les filières. Et c'est toutes les filières électriques. Et c'est comme une famille avec plein d'enfants. Ils sont tous différents, mais on les aime tous pareil. Je le dis en plaisantant, mais je ne le dis pas qu'en plaisantant, parce que cette caractéristique du syndicat, ça permet de parler du mix énergétique de façon cohérente et équilibrée. Et l'idée, c'est pas de défendre une filière. C'est important qu'il y ait des fédérations et des organisations qui puissent les défendre. Mais c'est aussi important qu'il y ait une organisation qui puisse travailler avec toutes les filières spécialisées, les organisations spécialisées, pour présenter une vision équilibrée qui va démontrer une chose qui est en fait assez évidente, c'est que dès lors qu'on veut changer de système énergétique en se débarrassant des énergies fossiles, tout est utile, tout est nécessaire et tout est indispensable.
Et ça me paraît le point le plus important, et j'y reviendrai tout à l'heure, et ce, quels que soient les volumes d'énergie et la nature de l'énergie produite, tout est important parce que tout est adapté à une circonstance. Alors, vous m'avez d'abord demandé de décrire un peu la situation générale, et puis après on va rentrer un peu plus dans la PPE, et puis après sur les enjeux hydroélectricité disons, dans cette PPE, enfin en tout cas dans la PPE qu'on espère. Parce qu'on est quand même dans la situation un peu particulière où intervient de façon un peu inattendue une dissolution et donc une nouvelle Assemblée nationale, un nouveau gouvernement, un moment où il n'y a plus aucun cadre programmatique pour le monde de l'énergie, quelles que soient les filières, alors que c'est un monde qui est extrêmement régulé. Et les outils de cette régulation, les tarifs d'achat, les appels d'offres, les différents dispositifs de soutien, tout ça n'a de fondement que dès lors que ça s'appuie sur des objectifs, en général volumétriques, qui sont fixés dans une PPE, et qui elle-même répond à une vision qu'on peut avoir du système énergétique et de la consommation d'énergie, parce qu'au fond, c'est ça dont il est question. Et moi, je dirais que c'est vraiment ça ce que j'ai envie de rappeler comme message en introduction, en m'excusant d'être un peu général, mais je promets de revenir au sujet de l'hydroélectricité après, parce qu'on entend un peu tout et n'importe quoi là en ce moment. Et moi, je essaie de parcourir autant que je peux les plateaux ou les studios de radio pour essayer de rappeler quelques fondamentaux. Au fond, que veut-on dans notre pays en termes de système énergétique? Est-ce qu'on souhaite rester à 60% dépendant de consommation de fossiles et donc avoir des prix de l'énergie qui jouent au yo-yo en fonction d'événements qui ont lieu partout dans le monde mais sur lesquels on peut pas du tout peser mais qui nous mettent même en situation de dépendance? Est-ce qu'on veut rater le train de la transition énergétique et de la décarbonation dans laquelle la plupart des grandes puissances sont engagées, et même la Chine, qu'on présente parfois comme le vilain pays très carboné, mais qui développe les énergies renouvelables, le nucléaire également, à très grande vitesse, et qui un jour va arrêter ses centrales à charbon et va dire à tout le monde entier, maintenant la norme c'est l'accord de Paris et la décarbonation. Donc je pense qu'on peut difficilement rater ce train-là. Et puis, est-ce qu'on veut finalement rejoindre des pays comme les États-Unis, quand Donald Trump en était le président, qui ont retiré leur signature de l'accord de Paris? Voilà, c'est ça qui est en jeu. L'alternative, c'est offrir aux ménages, aux entreprises, à tous les acteurs de la société un accès d'énergie décarbonée, compétitive et dont le prix est prévisible. Prévisible. Pas qui fait du yo-yo. Est-ce qu'on veut donc sécuriser ces factures énergétiques? Et est-ce que surtout on veut produire sur le sol national les 60% d'énergie qu'on importe aujourd'hui parce qu'elles sont fossiles? Imaginons 60% de la facture énergétique de la France produite sur le sol national, ce que ça représente en emploi, en valeur créée, en recettes fiscales, en boulot pour les grandes entreprises, les industries, mais aussi les artisans, aussi les agriculteurs. Et tout ce que tout ça rapporte ensuite équivaut largement le coût des dispositifs de soutien quand ils ont un coût, parce que les énergies renouvelables, parfois, rapportent aussi de l'argent au budget de l'État. Donc je rappelle un petit peu tout ça parce que c'est quand même quelque chose d'important qui s'ajoute à l'argument initial de la décarbonation qui est la préservation de notre planète et la limitation du changement climatique. Donc ne rien faire ou prétendre qu'on va tout régler avec 20 réacteurs nucléaires disponibles en 2031, en fait c'est appuyer sur l'accélérateur des fossiles. Voilà, moi c'est ça le message que je voulais passer. Ce serait le seul moment où j'aurais été un peu politique, vous voudrez bien m'en excuser, mais le syndicat des énergies renouvelables a une position de neutralité. Mais après, ce n'est pas une raison pour rester silencieux par rapport à des choses qui peuvent être dites ici et là et qui ont peu de sens, ou alors dont les conséquences doivent être clairement expliquées. J'ai un dernier message avant de rentrer dans les sujets plus hydro, c'est celui de la solidarité. Aujourd'hui, le chiffon rouge de l'énergie renouvelable, c'est l'éolienne. Tout à l'heure, j'ai eu des discussions à propos des prix négatifs. On agite un autre chiffon rouge, c'est le solaire. Et puis, il y a ceux qui pensent que, parce qu'ils font peut-être de l'hydroélectricité ou de la géothermie ou je ne sais pas quoi, sont plus à l'abri des vicissitudes à venir. En réalité, tout ça, c'est pas vrai du tout. Le vrai sujet, c'est la décarbonation. Si on veut la réussir, il y a besoin de tout le monde et on doit tous être solidaires les uns avec les autres. Attaquer une filière, c'est attaquer le système dans son ensemble. Donc je pense qu'il faut qu'on soit attentif, vraiment, à porter ce discours collectif de l'enjeu des énergies décarbonées dans le futur de notre pays, de l'Union européenne en général, et puis même des grandes nations développées du monde. Alors maintenant, je vais me risquer à parler un peu plus d'hydroélectricité en ayant bien conscience d'être face à un auditoire qui, pour le coup, en sait largement plus que moi, donc vous excuserez mes imprécisions. Évidemment, l'hydroélectricité joue un rôle essentiel
Vous le savez très bien, c'est d'ailleurs un socle important de tous les scénarios prospectifs de RTE, qui a estimé à environ 5 gigawatts, dont 3 gigawatts sur les steppes, le potentiel à terme de l'hydroélectricité, à la fois par des installations nouvelles, mais également par des réinvestissements dans les installations existantes. Mais c'est vrai que dans le débat grand public, c'est surtout les grands barrages, en fait, je pense, qui sont dans l'imaginaire collectif, plus que ce que représente la réalité de l'hydroélectricité sur le territoire national. L'hydroélectricité, vous le savez aussi, c'est certainement motif de fierté. C'est pour l'instant encore la première source d'électricité renouvelable, même si on suit les objectifs de la PPE, elle ne restera pas dans cette position, parce qu'elle n'a pas le même potentiel de développement, mais c'est quand même aujourd'hui la première ressource. Et la France dispose d'un des parcs hydroélectriques les plus importants en Europe. C'est une vraie chance, et je le dis ici, de la même manière que c'est une chance de disposer d'un parc de réacteurs nucléaires. Ça nous donne des atouts dans la production d'électricité décarbonée que n'ont pas un certain nombre d'autres pays. Il faut savoir en profiter. Quant à la petite hydroélectricité, comme on dit, encore que je ne suis pas certain que cette distinction fasse beaucoup de sens, elle est au cœur des territoires. Elle alimente parfois des communes, des communautés de façon presque autonome. C'est de la production locale à base d'une ressource renouvelable. Et puis, c'est des centrales qui permettent, en faisant de la distribution d'électricité à proximité, si j'ose dire, de limiter les pertes sur le réseau national. C'est une énergie qui est évidemment utile au réseau pour des raisons de flexibilité, évidemment, d'équilibrage du réseau. C'est une énergie qui n'a pas vraiment besoin de sources de secours parce qu'elle est peu sujette aux coupures, ou alors il faudrait vraiment qu'il se passe quelque chose de très, très, très inattendu. C'est une énergie qui a une durée de vie, j'espère que je ne dis pas de bêtises, hein, mais une énergie qui a une durée de vie, dont les installations ont une durée de vie exceptionnelle par rapport à d'autres modes. Et on faisait le tour tout à l'heure avec Xavier d'un certain nombre de stands sur le parc, et on discutait de cet enjeu-là. Une fois que les installations sont en place et correctement maintenues, elles peuvent durer parfois plusieurs centaines d'années. Enfin, plusieurs centaines, j'exagère un peu, mais en tout cas, on a vu des installations qui ont 100 ans et plus. C'est aussi, alors là, je vais commencer à être un peu plus polémique, une énergie qui préserve l'environnement et la biodiversité, et qui est complémentaire des activités agricoles au sens suivant. Elle contribue évidemment à la décarbonation, elle apporte un soutien à l'étiage en période de sécheresse, et elle contribue aussi à la régulation des épisodes de pluie qui sont de plus en plus inattendus et variables par rapport à ce qu'on a pu connaître dans le passé. Alors dans la PPE, il était prévu d'une façon relativement consensuelle d'ajouter environ 2,8 gigawatts de capacité à l'horizon 2035, et je crois à peu près 60% sur l'installation existante, 40% sur les ouvrages nouveaux. Les ouvrages nouveaux, j'insiste, parce que ça n'est pas du tout une évidence, et je pense qu'ici tout le monde le sait très très bien. On dit souvent l'hydroélectricité, c'est l'énergie préférée des Français. En ce moment, le nucléaire a vachement la cote. Enfin, c'est parce que les gens imaginent que ça se fait avec les équipements tels qu'ils existent. En créer des nouveaux, quel que soit l'intérêt, tout ce qui était de l'énergie préférée devient l'énergie bannie et honnie. Alors, ce n'est pas vrai que pour l'énergie et que pour l'hydro, mais enfin, ça vaut pour tout. Donc, l'exemplarité, la manière de faire, c'est extrêmement important. Alors, comment faire pour arriver à développer ces capacités d'hydroélectricité? D'abord, tout le monde le sait parce que ça a été largement débattu, en réglant des problèmes juridiques, alors, dont on a surtout parlé pour les problèmes d'EDF avec ses concessions, mais en fait qui touchent l'ensemble des installations. Je crois que France Hydroélectricité l'a dit très clairement, soutient, et c'est aussi position qu'on pourrait d'une certaine manière comprendre, un régime homogène pour l'ensemble des installations, en défendant, vous défendez le passage en régime d'autorisation. Si c'est ça le choix qui finira par être fait, ce qui est important, c'est en tout cas que l'ensemble des concessions soient embarquées dans le même dispositif, qu'on ne crée pas de différence, qu'on règle des questions juridiques comme la question de la propriété du foncier, puis sans doute du coup qu'on arrête d'opposer petite et grande électricité, parce que je crois que cette distinction vient au départ de seuils de puissance qui sont liés à des régimes juridiques différents. Ça ne correspond pas forcément à la réalité du terrain, où chaque projet est sans doute spécifique, adapté au terrain, y compris dans ces équipements. Et puis arrêter cette distinction, ça arrêtera aussi d'essayer de faire une hiérarchie du mérite dans l'apport de ces installations au système énergétique. On s'est beaucoup battu avec France Hydroélectricité au moment de la mise en place de cette bonne mesure qui était la reconnaissance impérative de l'intérêt public majeur, pour que cette reconnaissance ne soit pas acquise en fonction d'un seuil de puissance, mais qu'elle soit acquise en fonction de l'atteinte ou non d'objectifs fixés dans la PPE. Ce qui fait l'intérêt général, l'intérêt public majeur d'une énergie, c'est le fait qu'elle ait atteint ou pas ses objectifs. Et tant qu'il en manque par rapport à ce qu'on a décidé qu'il devait y en avoir, il nous semblait, ça vaut pour l'hydro comme pour le reste, qu'elle devait être d'intérêt public majeur. Et enfin,
il nous semble aussi que c'est vraiment important que l'ensemble des installations de production d'énergie relèvent assez clairement d'une seule autorité administrative, même si évidemment il y a d'autres autorités qui viennent compléter en termes d'autorisation, en termes de suivi. Et c'est évidemment à la Direction générale énergie-climat que je fais référence, parce qu'on est en train de parler de politique énergétique. Et cette façon qu'on a parfois de parler de deux manières différentes et peut être gênante. Et ça se retrouve surtout au plan de l'administration déconcentrée de l'État, où il n'y a pas vraiment de service strictement dédié à l'énergie dans l'administration déconcentrée. Et du coup, logiquement, les gens instruisent des dossiers sur la base d'autres objectifs que ceux qui sont strictement liés à la politique énergétique. Je voudrais dire un mot, parce que j'ai évoqué rapidement tout à l'heure, d'hydroélectricité et de biodiversité. Au syndicat des énergies renouvelables, on a un slogan qu'on a mis en place l'année dernière. ENR et biodiversité, 2 points, même combat. Évidemment avec un point d'exclamation après même combat et pas un point d'interrogation. À chacun sa nuisance, j'ai envie de dire. Les éoliennes et les oiseaux, la petite hydro et les poissons, le solaire et je ne sais quoi, parce que les installations solaires sont aussi confrontées à beaucoup de difficultés au titre de la biodive. Moi, j'ai envie de dire qu'il n'y a aucun projet humain, quel qu'il soit, qui ne laisse pas une empreinte dans l'environnement visuel, environnemental, biodiversité. Mais en même temps, les projets d'ENR, ils contribuent par la lutte contre le réchauffement climatique à protéger la biodiversité. Le réchauffement climatique, c'est la 3e cause d'érosion des espèces. C'est reconnu par l'IPBES. Alors évidemment, cette caractéristique ne donne pas un blanc-seing pour faire n'importe quoi. Mais malgré tout, il faut quand même avoir cet objectif-là en tête. On a une réglementation, notamment dans le domaine de l'hydroélectricité, qui est hyper stricte. Et dans le cas de votre filière, en plus, vous êtes certainement ceux qui avaient le plus d'expérience, de recul sur la gestion des problèmes de biodiversité, de respect de l'environnement. Et donc, il nous semble que les professionnels que vous êtes ici, comme les professionnels de l'énergie renouvelable en général, mais vous, avec le poids et la valeur de cette ancienneté, on a les moyens de répondre à ces exigences. Alors, évidemment, il faut qu'en face, il y ait des interlocuteurs qui abordent également le sujet. Et je crois que c'est important que de part et d'autre, et c'est un petit peu le travail qui a été fait par le Conseil national de l'eau, on essaie de trouver des points de convergence, parce que sinon, si chacun regarde midi à sa porte, on va difficilement y arriver. Je pense que personne ne peut nier les enjeux énergétiques et personne n'a nié les enjeux de biodiversité. Donc il faut essayer de trouver la voie de passage, mais si on s'est accordé dans un document programmatique sur des objectifs énergétiques, il faut qu'on se donne les moyens de les atteindre. Et puis évidemment, il faut aussi respecter les règles en matière de biodiversité. Il y a forcément des chemins de passage, mais il faut faire très attention à la cohérence entre ces différents points. Il y a un peu plus de 6 ou 7 mois, j'ai fait l'occasion de faire le tour de France des préfets de région et des présidents de région pour préparer notamment les comités régionaux de l'énergie. J'ai vu beaucoup de préfets de région et à chaque fois, les préfets ont dit la même chose. Il y a des règles, elles sont strictes. Et les préfets ont demandé à leur DREAL, en général, aux gars qui étaient là, appliquer la règle, ne la surinterprétez pas. Ce sont des choses importantes. Finalement, la règle, c'est l'émanation de l'intérêt général, c'est la description de l'intérêt général. Il faut l'appliquer. Il ne faut pas la surinterpréter. J'imagine que ça suscitera des réactions tout à l'heure. Donc je serais ravi d'y répondre. Pour terminer, quelques mots du travail commun que font le CER et France Hydroélectricité. En fait, un travail assez logique de promotion de l'hydroélectricité, de vulgarisation aussi des enjeux, d'explication et de pédagogie. C'est notamment le cas d'une brochure qui s'appelle « Hydroélectricité, une filière qui s'engage pour l'environnement », qui est en cours de rédaction, avec l'idée de mettre en avant les impacts, d'être le plus transparent possible. Nous-mêmes l'avons déjà fait, par exemple, sur l'éolien en mer, dans le cadre du grand débat public qui s'est terminé il y a peu de temps. Essayer d'objectiver les impacts et surtout mettre en avant l'exemplarité de la filière. Et plus largement, construire un discours de filière sur l'évolution de l'hydrologie des cours d'eau, de l'impact du dérèglement climatique et un certain nombre d'actions comme ça. Le syndicat des énergies renouvelables organise depuis 1 an, et j'espère à peu près tous les ans, c'est un rythme un peu plus espacé, un forum annuel lié à la biodiversité. Ça s'appelle, sans surprise, ENR et biodiversité, 2 points, même combat, point d'exclamation. La prochaine édition aura lieu le 14 novembre à Paris. Je vous y invite toutes et tous. C'est le lieu de rencontre des énergéticiens et des défenseur de la biodiversité. Pas forcément des points de vue identiques au départ, pas forcément non plus à l'arrivée, mais en général, entre le début et la fin, l'espace commun des compréhensions mutuelles a beaucoup progressé. C'est comme ça, je crois qu'il faut qu'on essaie d'avancer dans notre pays. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Jules. Merci d'avoir
remis de l'enthousiasme aussi, puis replacer l'hydro au milieu des autres filières à sa juste place. Hein. Et vous avez dit tout à l'heure, tout est nécessaire, indispensable, c'est ce que je retiendrai. Merci aussi d'avoir ouvert les sujets parfois très concrets, très pratiques, sur lesquels il faut encore travailler. Donc ça fera la bonne transition avec les interventions des autres invités. C'est aussi le titre de cette table ronde. Hein. Le but, c'est de comment on arrive à concrétiser les projets d'hydroélectricité. Donc on est reparti finalement des questions qui animent les adhérents. Donc il y a parfois des questions très concrètes qu'on va vous poser, et en espérant aussi que ça suscite des débats entre vous. Donc je m'adresse du coup à la DGEC, hein, en rebondissant sur ce qui vient de dire, en disant bah, alors, il y a encore beaucoup de chantiers qui sont nécessaires. Et donc voilà, comment considérez-vous les choses? Est-ce que vous considérez aujourd'hui que l'hydro, c'est une filière qui se développe bien, suffisamment vite? Et puis de manière très concrète aussi, pour répondre à des questions ou des attentes qui sont très fortes du côté de nos adhérents, il y a notamment un chantier de la rénovation des centrales de 1 à 4,5 MW, donc chantier sur lequel France Hydro travaille depuis des années et qui semble tarder à arriver. Donc est-ce que vous pouvez dire un mot sur ce chantier, parmi d'autres, hein? Quelles sont les autres priorités de la DGEC? Je vous laisse la parole. Merci tout d'abord de nous accueillir ici pour ces rencontres FHE. Concernant la DGEC plus spécifiquement, nous travaillons au l'accompagnement de la filière hydroélectrique qui, comme ça a été rappelé, fait partie des leviers qui contribuent à l'atteinte de la neutralité carbone avec d'autres tels que l'efficacité énergétique, la sobriété énergétique et le développement d'autres énergies renouvelables, entre autres. Et donc on accompagne, on prend en compte les spécificités de cette filière. Comme on l'a dit, on a un besoin pour atteindre cette neutralité carbone de tirer parti de la complémentarité des sources. On a une complémentarité en termes de profil de production, mais aussi en termes de localisation, de potentiel. Et à ce titre-là, l'hydroélectricité et la petite hydroélectricité présentent des atouts particuliers, tels que notamment son caractère plus prévisible, voire pilotable selon les installations, et puis également son ancrage territorial. Concernant les travaux plus relativement récents de la DGEC, je vais peut-être revenir sur ce qui a été fait cette dernière année. On a notamment, dans la perspective des travaux de programmation à long terme, actualisé l'étude de potentiel hydroélectrique, donc un document qui a été publié à l'automne dernier. Nous avons également continué à assurer les dispositifs de soutien à la petite hydroélectricité, avec notamment le lancement de l'appel d'offres numéro 3 et donc sa première période, qui est actuellement en cours d'instruction et pour lequel les projets ont été déposés. Également avec la révision de l'arrêté tarifaire H16 qui a été publié il y a quelques semaines pour notamment se mettre en conformité avec les nouvelles lignes directrices de la Commission. Donc ces dispositifs, on le sait, ils sont importants pour vous, pour les porteurs de projets, pour permettre d'assurer de la visibilité sur vos recettes, avec donc ce dispositif à la fois soit d'obligation d'achat, soit de complément de rémunération selon les typologies de puissance. Et on travaille effectivement de façon étroite avec la filière sur d'autres segments qui seraient moins couverts. Vous faisiez référence à la rénovation. Ça fait partie des chantiers sur lesquels on travaille pour essayer, notamment en mobilisant le fait que les lignes directrices de la Commission permettent pour des PME d'avoir des dispositifs de type guichet au-delà de ces puissances-là. Donc ça fait effectivement partie des chantiers qu'on a identifiés et qu'on considère comme importants dans la mesure où, au regard notamment des enjeux de biodiversité qui ont pu être cités, c'est des projets qui sont particulièrement intéressants puisqu'ils ne nécessitent pas nécessairement la mise en place de nouveaux seuils. Et donc, à ce titre, il est intéressant de réfléchir aux moyens de les accompagner. Et vous avez une échéance particulière en tête ou un objectif? C'est 2023, 2024? Est-ce qu'on peut... Je pense que ça ne sortira pas avant la fin de l'année, je pense, mais en tout cas, on avance vraiment sur le sujet et notre objectif, c'est que ce ne soit pas dans 5 ans, quoi. Je ne m'engage pas beaucoup. Peut-être un dernier point aussi, je pense que c'était intéressant qu'on est passé dans les stands tout à l'heure, d'une des spécificités de l'hydroélectricité, c'est vraiment
le caractère unique de chaque installation. On a moins d'installations qui sont peut-être plus standardisées comme on peut avoir sur d'autres typologies de NR. Donc vraiment selon le débit, la hauteur de chute de chaque installation, on va avoir une installation qui a ses caractéristiques propres, ses équipements propres. Et donc ça pose des questions intéressantes sur les dispositifs d'accompagnement pour qu'ils soient le mieux adaptés aux spécificités de chaque installation, avec pour autant la nécessité, dans tous les dispositifs de soutien, d'avoir une certaine standardisation. Donc on sait que ça fait partie des enjeux que l'on doit traiter. Merci beaucoup. Merci. J'ai une question pour vous, Claire-Cécile Garnier. Donc, l'Europe nous dit qu'on doit être à 42,5% d'énergie renouvelable en 2030. On est péniblement à 20%. C'est vrai que la France est assez en retard sur ces objectifs-là, même le plus mauvais élève de l'Europe. On l'a dit d'ailleurs, l'hydro parmi toutes les filières, toutes les filières sont nécessaires. Donc la question, le débat n'est plus autour de est-ce qu'il faut développer, mais comment il faut le faire. Donc finalement, et toutes les filières sont le bienvenu. Donc sur le comment faire, est-ce que vous avez une vision des choses? Est-ce qu'il y a un développement qui est pour vous plus raisonnable qu'un autre? Quelle est votre vision, par exemple, sur le développement en site vierge? Quelle est votre position sur le renouvellement, enfin, pour des questions très concrètes, ou sur l'augmentation de puissance des ouvrages existants? Oui, alors, bonjour à tous. Moi, je veux juste, une petite introduction, c'est de remettre aussi les choses dans un contexte plus général. On a aussi des objectifs de bon état des cours d'eau. Ça veut dire bon état de fonctionnement d'un écosystème très complexe. Et on compte, en fait, avec ce bon état, récupérer des services rendus par la nature, enfin, par ces écosystèmes, et des services importants en matière de gestion de la ressource en eau, quantitative, qualitative, gestion des inondations, gestion des sécheresses, etc. Enfin, c'est une réponse à toutes les questions qui se posent aussi dans ce domaine-là. Et c'est important de le rappeler pour l'hydroélectricité, puisque c'est quand même le cœur du réacteur, j'allais dire, de l'hydroélectricité. C'est l'eau, la chute, le cours d'eau, l'écosystème dans lequel on vient s'installer. Donc c'est vraiment un cas quand même particulier qui en plus est développé. C'est justement, on le rappelle toujours, l'hydroélectricité, le premier enjeu, c'est déjà de maintenir un très haut niveau de production, celui qui existe déjà. Et donc le développement doit se penser dans ce cadre de contraintes de multi-activités humaines qui vont agir et avoir des pressions diverses et variées sur ce même écosystème, parce que tout le monde utilise l'eau. Et donc on est automatiquement dans un devoir de conciliation fine, parce qu'on est justement sur un potentiel qui a été très largement développé, déjà exploité. Et donc une conciliation fine, délicate, avec effectivement des possibilités encore de construire en site vierge, mais avec évidemment là toujours ce regard de est-ce que le cours d'eau peut encore supporter une pression supplémentaire, et les pressions existent même avec l'autorisation environnementale. On met quand même un mur, une passe à poisson ne remplace pas une rivière qui n'a pas de mur avec une passe à poisson, ça c'est un fait. On crée des tronçons court-circuités où il y a très peu d'eau plusieurs mois de l'année, mais c'est restitué plus loin, mais le tronçon en lui-même, il y a un impact. Donc effectivement, on doit regarder tout cela, voir déjà le potentiel qui a été réévalué, etc. Et à chaque fois se demander est-ce que je suis dans le projet qui aura le plus de kilowatts pour le moins d'impact possible. Aujourd'hui, c'est ça qu'il faut qu'on recherche, parce qu'il faut qu'à la fois on baisse les pressions, pas seulement de l'hydro, mais les pressions des ouvrages, des obstacles, par exemple. Il faut qu'on baisse ces pressions. Sinon, on n'arrivera pas au bon état. Et en même temps, il faut qu'on en aménage pour faire de l'hydro. Et donc, il faut faire un choix. Ça ne peut pas être tout ouvrage dès lors qu'il pourrait y avoir un projet hydroélectrique. Il doit être gardé, etc. Parce qu'en fonction vraiment de l'emplacement de cet ouvrage sur le bassin,
versant en porte d'entrée, etc., les conséquences sur les capacités de restaurer des populations d'amphictyons, de poissons, grands migrateurs, etc., vont être complètement changées entre un projet à l'aval, à l'entrée de tout un bassin avec plein d'affluents, plein de frayères accessibles une fois que la porte d'entrée est ouverte, ou un ouvrage ailleurs, et puis sur d'autres cours d'eau, évidemment, que les axes amphictyons aussi, si possible. Donc il n'y a pas une règle, un grand principe. C'est vrai qu'il y a une préférence et une priorité qui est affichée, d'ailleurs, par nos deux directions sur l'équipement d'ouvrages existants. Tant qu'un ouvrage est là, il structure, on le garde, eh bien, faisons de l'hydroélectricité, même si c'est compliqué, parce que c'est pas le même propriétaire. Enfin, c'est parfois un propriétaire puis un exploitant qui vient voir un tiers et lui dire je vais aménager ton ouvrage. Donc tout de suite, ça amène de la complexité, mais c'est une préférence. Et puis l'augmentation de puissance, effectivement, oui, c'est intéressant à partir du moment où on ne fait pas basculer dans des impacts beaucoup plus importants, etc. Donc tant qu'on reste dans une conciliation, dans l'optimisation de sites, mais ça aussi, ça peut être un peu limité techniquement, hein. Si vous avez bien fait votre travail à la base, normalement, le site, il est bien équipé. Donc, l'augmentation de puissance, il passe par une augmentation de la hauteur de chute, donc soit du barrage, soit de la hauteur de chute ou du tronçon court-circuité, soit par le débit. Donc, voilà, c'est normal qu'on regarde. En tout cas, c'est normal qu'on regarde. Ça ne peut pas être comme ça totalement facile parce qu'on est sur un écosystème qui est vraiment pressuré de partout, pas que par l'hydro, mais l'hydro fait partie d'un ensemble de pressions et c'est vraiment très important. Et je pense que la clé de la réussite là aussi, c'est la conciliation, du coup la discussion avec les autres acteurs qui sont sur le cours d'eau et notamment, moi c'est ma grande litanie, c'est les GEMAPiens. Alors évidemment, je vais dire tous les services de l'État, les établissements publics, enfin tout le monde et les acteurs de l'eau, mais les GEMAPiens, parce que cette compétence, c'est cette compétence qui est exercée pour régler un peu tous ces problèmes de qualité de la ressource en eau, atteindre le bon état de fonctionnement pour répondre aussi à des enjeux de prévention des inondations, de prévention des sécheresses. Et donc, c'est une compétence qui regarde le cours d'eau à l'échelle, à la bonne échelle, si possible, pas toujours, mais enfin, on s'efforce de faire en sorte qu'elle le fasse à la bonne échelle, et qui va aussi faire un choix entre, il y a un secteur où on va restaurer l'hydromorphologie, pour ça on va enlever des points durs que sont des endiguements ou des obstacles, etc. Et il y en a d'autres qu'on ne va pas enlever, d'abord parce que ce n'est pas un but en soi, et donc c'est bien d'aller voir, je pense, des gens qui ont des projets de restauration du cours d'eau. Les agents ou les établissements publics de l'État qui ont aussi des objectifs justement dans l'atteinte du bon état, etc., pour discuter de est-ce que je suis en train de choisir le plus difficile ou finalement je suis en train de choisir un ouvrage qui finalement ne pose pas de questions, quoi, ne pose pas de problème en termes d'interrogation de son sort, de son avenir, de son maintien, etc. Et voilà, donc je pense qu'on a vraiment les mots-clés, c'est cette conciliation en amont et d'aller regarder un peu ce que font les autres et inscrire le projet dans l'ensemble des pressions, dans l'état du cours d'eau et les objectifs de reconquête de son bon fonctionnement ou de sa biodiversité, parce que c'est aussi un objectif très fort, autant que la décarbonation, hein, c'est arrêter déjà l'effondrement de la biodiversité et reconquérir même cette biodiversité. Donc oui, vous avez cité une préférence pour le travail sur les ouvrages existants et puis une voie étroite finalement d'équilibre entre les différents enjeux. Moi j'ai envie d'interroger les acteurs de la filière pour savoir comment sur le terrain finalement ils vivent ça. Est-ce que finalement cette conciliation-là fonctionne ? Est-ce qu'on arrive aujourd'hui à développer ces projets ? Est-ce que le fait d'avoir une préférence aussi pour le renouvellement de l'existant, est-ce que c'est suffisant finalement par rapport aux objectifs que la filière se fixe en termes de développement ? Je vous laisse la parole.
Alors, bon, moi, mon sentiment aujourd'hui, c'est que ces dernières années, on a surtout fait beaucoup pour empêcher le développement de la filière. Et alors, je suis assez surpris parce qu'entendre parler de conciliation comme étant effectivement la nécessité absolue, ça devrait tous, au contraire, nous faire sourire ici, parce que la conciliation, c'est ce qu'on fait depuis des décennies. Le partage de l'eau, il n'y a pas d'aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui qu'on a décidé qu'il fallait effectivement, au vu des usages, partager l'eau. Ça s'est toujours fait dans la filière, et notamment nos grandes sœurs qui bénéficient de retenues de stockage importants sur des têtes de bassins versants sont soumis à des contraintes à ce niveau-là qui sont très importantes. Donc nous, la conciliation, on la recherche, on l'a toujours recherchée. Je pense que ça a même été à une époque où on travaillait, je pense, peut-être un peu plus facilement avec les services de l'État dans une approche constructive commune, jusqu'à définir la façon de s'y prendre pour faire la centrale du XXIe siècle à l'époque, et tout le monde y a travaillé. Bon, ce document qui avait le mérite d'avoir été élaboré en commun, en fait, aujourd'hui, plus personne s'en sert. Parce que en fait, il est là pour estimer les enjeux a priori d'un projet et se mettre d'accord sur comment on s'y prend justement pour adapter ce projet au mieux aux enjeux. Quel est le niveau des études à entreprendre? C'était pour moi effectivement un certain pragmatisme sur lequel tout le monde était tombé d'accord. C'est pas du tout la réalité du terrain aujourd'hui. La réalité aujourd'hui, c'est que on a connu depuis 15 ans une inflation considérable des coûts de développement, à force d'études qui justement, pour la plupart, vu de ce rapport, n'auraient pas été à réaliser, mais qui aujourd'hui nous sont demandées de façon systématique. Alors pour des raisons de sécurité juridique des dossiers, bon, soit, mais pour parler concrètement, aujourd'hui, développer un projet en hydro, ça coûte 10 fois ce que ça coûtait il y a 20 ans. C'est ça la réalité. Voilà. Donc, on a un peu de mal effectivement à percevoir l'explication de cette inflation. Et au-delà de ça, ce qui est vu du terrain, encore une fois, assez inquiétant, c'est de voir qu'aujourd'hui, alors même que le potentiel de développement hydroélectrique avait déjà été oblitéré des 2/3 par le classement liste 1, liste 2 des cours d'eau, et même là où, a priori, les rivières n'étaient pas classées, où on pouvait se dire, voilà, c'est là qu'il faut étudier préférentiellement des nouveaux projets, évidemment, en tenant compte des contraintes environnementales et en essayant de faire un projet qui soit un projet qui, à la fois, est une vraie contribution énergétique, réponde aux besoins du réseau, mais aussi respecte l'environnement. Et on se retrouve dans des situations où, sur ces tronçons de rivières-là, on se voit opposer des tas de nouvelles contraintes, pour la plupart d'ailleurs issues des SDAGE. Et elle avait quelque chose, moi, qui commence vraiment à m'inquiéter, parce que je ne le comprends pas. Sur les états des lieux des SDAGE précédents, je vais prendre un exemple, on va sortir d'ici, pas être trop polémique, sur le bassin Rhône-Méditerranée-Corse. Il y a 15 ans, on avait un état des masses d'eau sur l'essentiel des terrains de montagne et des bassins versants de tête, qui était bon à très bon. Voilà. Malgré la présence de tous nos ouvrages. D'ailleurs, France Hydro avait fait cette petite expérience-là de reporter les ouvrages sur la carte de l'état des masses d'eau, pour montrer que nos ouvrages, a priori, ne détérioreraient pas l'état des masses d'eau, puisqu'on était partout en bon ou en très bon état. On a eu, là, il n'y a pas très longtemps, connaissance de la mise à jour de l'état des lieux, qui, en fait, a passé aujourd'hui toutes ces masses d'eau dans un état médiocre. En fait, ça va être déclassé sous le principe que le niveau d'impact, qui était de 1 jusque-là, lié aux aménagements, est passé à 3, c'est-à-dire au niveau maximum. Donc on considère qu'aujourd'hui,
tout aménagement sur ces bassins versants-là conduit à un déclassement de l'état de la masse d'eau. Alors je m'interroge, parce que là on ne parle même plus de développement, on parle de l'existant. Demain, faut-il supprimer tous ces aménagements pour effectivement arriver à atteindre le bon état de la masse d'eau? Parce que si c'est le cas, ça va poser d'autres problèmes. Et là, on est vraiment dans une incompréhension. Comment on fait pour passer d'un état où tout allait bien, sur lequel on a relevé en 2014 en plus les valeurs de débit réservé, sur lequel on a fait des travaux de continuité écologique, à un nouvel état qui s'est dégradé. Je ne comprends pas la logique et on a vraiment le sentiment qu'on va dans le mur. Au-delà de ça, on nous dit il faut travailler sur l'existant. Très bien, je pense que tous autant qu'on est, on est les premiers à se dire effectivement, au gré effectivement des rénovations qui peuvent nous aider à lancer des travaux, ou même simplement parce qu'on imagine que sur nos ouvrages, il y a un potentiel d'augmentation de puissance et d'augmentation de productible, allons-y. Bon, j'ai un exemple, encore une fois, très concret, pas très loin d'ici, sur une rivière non classée, sur lequel on a un vrai potentiel énergétique, qui bénéficie en plus à l'amont d'une chaîne importante pour le réseau national, qui est la chaîne de la Truyère. Donc j'ai cité le Lot. On a un vrai potentiel de développement sur le Lot. Au lieu de ça, ce qu'on nous oppose, c'est nous dire, mais attendez, non, vous n'êtes pas classé, mais on ne vous a pas classé à l'époque, c'était pour vous donner du temps. Voilà, sous-entendu, mais si on aurait dû vous classer. Non, on n'a pas été classé parce qu'il n'y avait pas de raison à ça, et parce qu'effectivement la priorité aujourd'hui, c'est bien le développement énergétique du cours d'eau, là où il y a un potentiel. On nous dit, ah oui, mais bon, certes, il n'y a pas d'anguille sur cette rivière, néanmoins, historiquement, il y a des souvenirs des anciens qui disent qu'il y en avait. Donc il faut considérer effectivement celle-ci comme une espèce cible. Bon, ça veut dire quoi en pratique? Ça veut dire que non seulement on ne va pas développer les installations et une rivière énergétique et utiliser son plein potentiel, mais en plus, on va réduire le productible de la chaîne actuelle en imposant effectivement des contraintes d'exploitation considérables par la mise en place de grilles fines sur des installations où en définitive la mortalité en plus au passage des poissons est très faible. Voilà. Bon, tout ça pour dire qu'on est confronté nous à une réalité qui me paraît de plus en plus difficile à comprendre, voilà, qui clairement s'oppose au développement de la filière, qui manque cruellement de connaissance du terrain, et ça c'est regrettable. Voilà. On voit rarement effectivement les gens qui instruisent nos dossiers sur le terrain, et ça c'est très dommageable, qui manque cruellement aussi de pragmatisme dans l'analyse des situations et de leurs enjeux. Et à l'heure où, effectivement, malgré tout, je pense que tout le monde partage que chaque kilowattheure est important si on veut pouvoir effectivement électrifier nos process et demain sortir des énergies fossiles, il est urgent de revoir effectivement notre façon de procéder. Voilà. Ça, c'est la vision effectivement du producteur. Merci Jean-Éric. Avant de faire intervenir Claude Miqueux, je propose de diffuser le petit enregistrement de l'OFB. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs d'avoir invité l'Office français de la biodiversité de participer à cette table ronde et m'excuser de ne pas être présent physiquement parmi vous aujourd'hui. Je tiens néanmoins à vous adresser ce message, car le sujet de cette table ronde nous concerne très directement. L'humanité doit faire face à deux énormes défis environnementaux, celui du dérèglement climatique et celui de l'effondrement de la biodiversité. Jamais dans sa longue histoire, notre planète n'a connu d'évolution aussi brutale, aussi rapide, qu'il s'agisse du climat ou de la disparition des espèces. Cet effondrement de la biodiversité a des conséquences sur notre alimentation, notre économie, notre santé, en bref, sur notre qualité de vie. Les causes sont bien identifiées. L'artificialisation des milieux naturels, qui conduit à la fragmentation des habitats, la surexploitation des ressources, le changement climatique, les pollutions
et enfin les espèces exotiques envahissantes. Pour inverser la tendance, la France a élaboré une stratégie nationale pour la biodiversité qui s'articule avec la stratégie de lutte et d'adaptation face au dérèglement climatique. Elle vise à réduire les pressions qui s'exercent sur la biodiversité, à restaurer la biodiversité dégradée partout où c'est possible, en mobilisant tous les acteurs. Le changement climatique est tout particulièrement une crise de l'eau. Les crues sont de plus en plus violentes, les débits baissent l'été et les eaux se réchauffent. Les milieux souffrent et les espèces qui y vivent également. Parmi elles, les poissons migrateurs comme les aloses, les lamproies, le saumon, l'anguille ou l'esturgeon européen, qui constituent une partie du patrimoine naturel de la Nouvelle-Aquitaine, connaissent un déclin important et font partie des plus menacés de métropole. La France a une responsabilité importante dans la conservation de ces espèces et s'est engagée au plan international à assurer leur protection. Pour assurer leur survie, il est essentiel qu'elles disposent de milieux de qualité et qu'elles puissent se déplacer librement pour accéder aux territoires les plus fonctionnels, qui se décalent progressivement vers l'amont des bassins versants. De nombreuses autres espèces ont également un besoin croissant de déplacement et modifient leur comportement. Les ouvrages hydroélectriques constituent, parmi tous les aménagements construits sur les cours d'eau, des freins à leur déplacement. Les hydroélectriciens ont donc un rôle important à jouer, non seulement dans la production d'énergie dont nous avons besoin, mais aussi en tant qu'acteurs de la préservation des milieux aquatiques. Une question essentielle est la conciliation des enjeux. C'est tout le sens de la séquence éviter, réduire, voire compenser, qui s'applique à tout projet ayant un impact sur l'environnement et qui doit permettre, dans un même temps, de protéger certains territoires stratégiques, identifiés en particulier dans les SDAGE, et de réduire d'une façon adaptée les impacts des aménagements. Les réflexions doivent s'appuyer sur des logiques d'axe et prendre en considération les impacts cumulés des différents ouvrages. Des solutions présentant des garanties d'efficacité avérées et adaptées à chaque situation sont à mettre en œuvre pour assurer la circulation des espèces et des sédiments. Les solutions existent et certaines ont été partagées avec vous, acteurs de l'hydroélectricité. Elles demandent souvent une grande technicité et une erreur de conception peut être lourde de conséquences. Ce serait tellement dommage d'investir massivement dans des dispositifs qui s'avéreraient inefficaces. À l'OFB, nous sommes là pour vous aider à trouver des solutions en appui aux services instructeurs et nous comptons sur France Hydroélectricité pour relayer le message. Je vous remercie. Je reprends quelques mots utilisés par Emmanuel Didon, qui dit un rôle important des hydroélectriciens dans la production d'énergie dont nous avons besoin, mais aussi en tant qu'acteurs de la préservation des milieux aquatiques. Et en parlant d'une question essentielle, la conciliation des enjeux, on voit bien que c'est un sujet, là, c'était le sujet de débat, là, sur le terme même presque sémantique de la conciliation. Donc vous, Claude, en tant que président de la commission réglementation du Comité national de l'eau et surtout en charge du GT Continuité apaisée en Adour-Garonne, et à ce titre au cœur des débats entre enjeux environnementaux et énergétiques, quelle est votre position, votre point de vue sur le sujet? Vous voyez, voilà, conciliation, c'est plutôt vécu par la filière comme souvent des arbitrages en fait, au détriment de l'environnement, au détriment de la production énergétique. Est-ce qu'on peut objectiver ce nécessaire compromis entre ces deux enjeux? Et quel est votre rôle autour de ça? Oui, merci. Mon intervention sera imprégnée d'un zeste de tristesse. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que nous faisons collectivement? Je siège ici parce que j'ai quelques responsabilités au Comité national de l'eau. Je vais y revenir. Je siège ici parce que le président Rousset, président du comité de bassin à Adour-Garonne, m'a confié une mission. Je ne siège plus dans les instances, j'y suis resté trop longtemps, il faut savoir en partir.
Mais Alain Rousset, néanmoins, a souhaité qu'à Nadro-Garonne, j'accompagne ce que je fais depuis 7 ans au Comité national de l'eau, la restauration de la continuité écologique des cours d'eau. Alors pourquoi ce zeste de tristesse? C'est vous qui l'avez provoqué. Je veux dire très concrètement, vous avez dit pragmatique. Je vais être pragmatique. Moi, j'ai une culture du concret. Au Comité national de l'eau, nous avons en 2017 commencé un dialogue parce que lors d'une séance du Comité national de l'eau, et alors que nous rapportions un projet de décret, ça s'est mal passé en séance. Le président Launay, constatant que l'amphi était quand même pas mal énervé, a proposé un sursis à statuer sur ce texte. Il s'est tourné vers le directeur de l'époque et vers moi en disant nous allons mettre en place un groupe de travail sur le sujet de la continuité écologique. Nous sommes mis au travail. J'avais une binôme à l'époque, elle s'appelle toujours Simone Saillant. Nous avons travaillé, nous avons bien travaillé, nous avons travaillé collectivement. Ça n'est pas un acte de la DEB, c'est un acte d'un travail collectif, j'en témoigne. Ceci s'est traduit par une note de la DEB du 30 avril 2019. Cette note du 30 avril, il nous arrive d'être un peu maso, nous l'avons appelée « Pour une politique apaisée de restauration de la continuité écologique des cours d'eau ». Elle est désormais dans le marbre républicain, elle s'applique à nous, elle s'applique à vous. Et nous avons dit, du concret et du pragmatique, il faut que tout ceci soit précisé. Il faut écrire le mode d'emploi. Et nous avons publié successivement ce que nous avons appelé dans notre langage des livrables. Des livrables, ce sont des documents qu'on a élaborés, d'abord fait nouveau. Nous avons très vite, 2018 je crois, Mme Garnier, nous avons décidé de travailler en interministériel, ce qui n'était pas le cas. Et le ministère de la Culture a siégé désormais, mettez derrière patrimoine, moulin, etc. Et vous? Le ministère des Sports a siégé et siège toujours. Et ils ont, dans ce travail collectif, là interministériel, mais avec l'ensemble des réseaux, produit ces livrables. La FNCCR, qui est un des organes qui regroupe les collectivités territoriales, et d'autres, le ministère des Sports, la Fédération française de canoë-kayak, bref, ce travail collectif s'est traduit par tous les livrables. Le dernier livrable, de là ma tristesse, je l'ai sous les yeux, c'est l'annexe numéro 4, publié en décembre 2023. Un Toulousain a coordonné le travail, il s'appelle Pierre Sagne, mais avec d'autres. Et le titre, c'est « Plan d'action pour une politique apaisée, éléments destinés à faciliter le choix et la mise en œuvre de solutions techniques pour restaurer la continuité écologique dans les cours d'eau, pour une approche intégrée des enjeux écologiques, culturels, de navigation et de production d'électricité ». C'est le dernier document publié après la note du 30 avril 2019. Nous n'avons pas perdu de temps. J'annonce que nous reprendrons les travaux, puisqu'on attendait la publication du dernier document, c'est fait. Nous reprenons nos travaux au dernier trimestre 2024. Ceci a été validé par la directrice de l'eau et de la biodiversité, ma binôme Isabelle Camille, et Claire-Cécile Garnier doit intégrer ça dans nos agendas respectifs. Ce qui veut dire, première réponse au niveau national, concrète et pragmatique, nous avons voulu un texte de doctrine, nous avons voulu le décliner territorialement, nous avons voulu vous accompagner par un acte pédagogique majeur. L'annexe en question, ce n'est pas un recto verso, c'est très concret. Vous le lirez, j'espère.
de telle façon que l'on puisse effectivement parler le même langage. Ça, c'est la première réponse. Deuxième réponse, en septembre 2022, le président Casio, la vice-présidente Anne Penalba, le directeur général de FHE, nous sommes retrouvés à Paris. Nous étions trois dinosaures. Il faut bien les sortir de temps en temps. André Flageolet, Jean Launay et moi. Nous avons donc passé une soirée avec l'équipe des FHE. Nous avons rencontré le lendemain le directeur général de l'époque de l'OFB. Quel était le message? Quel était votre message, Président? C'était le vôtre. Ça se passe pas bien sur le terrain. Ça se passait mieux entre l'OFB et nous, ou l'ONEMA, ou l'AFB, dans ce cheminement parfois un peu incompréhensible. Alors il faut essayer de nous faciliter ce dialogue, obsession, dialogue. Et nous nous sommes mis au travail. Et depuis plus d'un an, je co-anime avec le représentant de l'OFB en Midi-Pyrénées, qui a reçu délégation, et avec Jean Launay, président du CNE, nous co-animons un groupe de travail, du concret et du pragmatique, pour justement, comprendre ce qui ne va pas. Quels sont vos désaccords? Quels sont vos vécus respectifs? Quelles sont vos interrogations? Quel est le point de non-retour s'il existe? Et nous travaillons, et les documents ont été remis, nous nous retrouvons cet automne, je crois que la date a été stabilisée ou presque. Ce travail va déjà avoir 15 mois au moins de dialogue pour du concret, du pragmatique. Et puis, en Adour-Garonne, troisième niveau, le président Rousset m'a demandé d'animer un groupe de pilotage. Christine et Isabelle et d'autres siègent dans ce groupe de pilotage, où là aussi, émanation du comité de bassin, nous travaillons dans la même logique, écoute, inventaire. Et nous avons noté, je crois, Lucille, qu'il y a 492 seuils prioritaires à une ou deux unités près. Et nous avons installé, du concret et du pragmatique, la notion de dossier irritant. Qu'est-ce qu'un dossier irritant? Est-ce qu'il y a derrière des dysfonctionnements des services déconcentrés de l'État? Si on le dit, pas de langue de bois, et on analyse. Et on est allé, moi j'étais il n'y a pas longtemps en Charente-Maritime, au Pays Basque, en Dordogne, en Corrèze et ailleurs, pour aller vérifier ce que sont les dossiers irritants. Il y en a un, ça date de la semaine dernière. Lucille m'en parlait tout à l'heure. Je suis allé au Pays Basque, j'étais interpellé après une intervention en me disant, dans une commune de montagne du Pays Basque, ras-le-bol, microcentrale, etc. Très bien. Je transmets, moi, je suis un stade de diffusion, parce que nous appelons le STB, Secrétariat technique de bassin, je les appelle affectueusement la Troïka, agence, DREAL, OFB. Et chaque fois je leur dis, alerte, est-ce que c'est un dossier irritant? La responsable de l'agence sur le territoire répond très surpris. Je vois le maire de cette commune régulièrement, il ne m'a rien dit. Je dis ok, la société civile ça existe, les professionnels aussi, le maire n'a pas forcément le monopole de la parole locale des territoires, on va aller voir. Ça date d'une semaine, on va regarder ça gentiment ensemble. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que vous devez intégrer, le représentant de l'OFB l'a dit, sur le contexte, je ne vais pas insister, c'est évident pour tout le monde, changement climatique, ne perdons pas de temps. Mais le comité de bassin, je ne veux pas enlever le sujet de Lucille, mais il a deux délibérations majeures. Une d'octobre 2023, une autre de avril 2023 et octobre 2023. Premier message, sobriété. Alors ça fâche. Qu'est-ce que ça veut dire la sobriété dans une société qui enfin réalise quelles seront les conséquences du changement climatique? Qu'est-ce que cela veut dire au quotidien?
Qu'est-ce que ça veut dire pour nous qui consommons l'eau dans notre salle de bain? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? C'est un outil économique majeur et il faut le respecter, il faut vous accompagner. On est alliés objectivement. On est alliés objectivement. Et le deuxième mot-clé, c'est pacte de confiance. Comment fait-on pour associer pacte de confiance, où là, effectivement, on rappelle régulièrement, c'est pas audible, je l'ai entendu, cas par cas. Cas par cas. Il y a des situations spécifiques que l'on intègre sur le terrain. Est-ce que c'est toujours le cas? On est lucide. On est lucide. Mais franchement, sur les dossiers irritants à la Drogaronne, on a quoi, une grosse dizaine? Même pas. Non, si, bon, sinon on va se faire flinguer. Mais disons qu'il y en a au moins 11. Bon. Donc, il faut, je crois, que nous, à la place qui est la nôtre, nous soyons lucides et que nous entendions votre malaise quand il est exprimé, que nous soyons ensemble sur le terrain pour voir si nous partageons la même analyse, que nous analysions les dysfonctionnements lorsqu'il y en a, et il y en a parfois, mais ce n'est pas la majorité. Donc, il y a effectivement, aujourd'hui, une période de mutation. Cette période de mutation, nous devons la gérer ensemble. C'est ce que, modestement, nous faisons dans ces 3 niveaux que j'ai indiqués. Est-ce que c'est facile? Réponse non. Raison de plus pour continuer à le faire. S'il vous plaît, ne m'applaudissez pas. Merci. Nous allons mettre ce débat un peu provisoirement de côté pour une fois de plus aller dans du concret, très concret. Il y a 2 mots qui irritent, ou en tout cas inquiètent beaucoup les producteurs, c'est débit réservé. Donc c'est une question que j'ai envie de poser successivement à la DGEC et à Claire-Cécile Garnier. C'est du côté de la DGEC, est-ce que c'est un sujet qui est dans votre viseur aujourd'hui? En fait, la plupart des producteurs considèrent qu'il y a une surenchère, je les cite, de l'administration, qui conduirait inexorablement à des baisses de productifs, parfois majeures, sur des installations. Et là où, effectivement, on attend un développement, donc au final, le résultat, ça serait moins de production. Donc ça concerne tous les projets neufs, les projets en renouvellement. Donc êtes-vous conscient de ce sujet-là? Est-ce que vous en avez mesuré les impacts potentiels? Et comment agir? Est-ce que c'est bon? Parfait, merci. Alors effectivement, le débit réservé, ça fait partie des règles qui permettent justement d'assurer un certain niveau de préservation de la biodiversité. Nous, on travaille de façon très étroite avec l'ADEB au quotidien sur les projets et le juste niveau de conciliation qu'on a cité tout à l'heure. Je pense que le plus simple, c'est que je donne directement la parole à l'ADEB sur le sujet pour répondre à vos inquiétudes là-dessus. Alors peut-être pour préciser, c'est vrai que les producteurs demandent l'application du Code de l'environnement, donc ce qui veut dire le respect du DMB, du débit minimal biologique, éventuellement minimum du 10e de module, et aujourd'hui ils font travailler des bureaux d'études qui justifient leurs études. Et ce qu'ils constatent, c'est que, vu des DDT, souvent, il y a une application un peu facile, simple, du QMNA5, ce qui est évidemment pas du tout la même chose. Donc voilà, donc c'est plutôt sur ce sujet-là qui me semble intéressant que vous puissiez vous exprimer. Oui, alors, moi, par rapport au QMNA5, je vois pas trop le sujet. Moi, c'est pas ce que j'entends. En tout cas, j'entends pas les services dire qu'ils appliquent le QMNA5 ou autre. La réglementation sur le débit minimum biologique, qui n'est pas tout à fait pareil que le débit réservé, parce que le débit réservé, c'est justement aussi peut-être d'autres, des débits supplémentaires au-delà du besoin des milieux pour d'autres usages, etc. Donc c'est l'ensemble finalement du débit qu'on doit laisser à l'aval, mais pas seulement pour les milieux. Donc le débit minimum biologique, la loi dit il faut garantir la vie, la circulation, la reproduction des espèces dans le tronçon court-circuité. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai insisté sur le fait que le tronçon court-circuité, c'est l'impact majeur de l'hydroélectricité. Un des impacts majeurs avec l'obstacle, ça, et l'effet retenu. Donc on a une loi qui met un minimum.
un minimum qui est en résultat. Donc c'est une étude pour voir si en fait on a à peu près toutes les espèces qui ont encore leur habitat dans le tronçon court-circuité à tout cycle de vie, de toutes les espèces, pas seulement les poissons, les macro-invertébrés, etc. Et éventuellement un décement ou je ne sais quoi. Et donc ces espèces-là, on fait une estimation et on a la loi qui dit, en tout état de cause, c'est le 10e du module qui est appliqué, à minima, c'est le 10e du module. Donc si les études font apparaître qu'en dessous du 10e du module, ça pourrait passer biologiquement, écologiquement, etc. En tout cas, la loi dit que il faut monter à minima au 10e. C'est un plancher. Alors, après, c'est toujours, il y a du cas par cas aussi dans la loi, il y a aussi des dérogations, il y a aussi on peut aussi regarder comment appliquer, adapter les choses au cas par cas là aussi. Et c'est du cas par cas. Je suis incapable de vous dire que le 10e est toujours au-dessus du débit minimum calculé par les études. Parfois, les études sont au-dessus et on nous dit « Ah ben oui, mais il faudrait être au 10e ». Moi, je vais vous dire le côté des services. C'est « Bah oui, mais ils tirent toujours vers le 10e alors que le débit est plutôt au-dessus ». Donc, on peut pas être comme ça tout le temps, on tire en dessous, on tire au-dessus. Je pense que là, c'est vraiment de la discussion, du cas par cas. Et puis, à un moment donné, il faut qu'on se mette d'accord sur le bon niveau. Il y aura toujours une discussion, toujours un compromis. Et respecter la loi, c'est facile à dire comme ça, mais si la loi était aussi précise, elle nous coincerait, elle serait encore plus bête. Déjà, le plancher, on va dire, ah bah c'est déjà trop générique. Mais si ça reporterait encore tous les débats à des niveaux qui seraient encore plus bas ou plus hauts, on ne sait pas. Au moins, le plancher, il vous situe à peu près le niveau autour duquel on discute finalement. Donc ça permet de faire des moins grands écarts de discussion peut-être. Enfin, on ne peut pas tout fixer dans la loi, il y a du cas par cas. Et je pense vraiment, il faut avoir en tête que c'est quand même un impact très très fort d'un cours d'eau qui se retrouve, au lieu d'avoir un régime hydrologique avec des étiages, des crues moyennes, des grandes crues, c'est inondé, c'est pas inondé, enfin c'est rempli d'eau, pas rempli d'eau, ça respire. Et puis pendant 8 mois, on a le minimum biologique. Alors certes, il y a des affluents qui arrivent, etc. Mais l'idée du tronçon court-circuité, c'est quand même qu'à l'aval du barrage ne sort qu'un seul débit minimum, fixe, figé. Donc si on pouvait aller jusqu'au régime hydrologique et fixer un débit différent tous les mois pour reprendre la courbe, etc., peut-être que ça irait mieux, mais ce serait d'autres contraintes d'exploitation, d'autres pertes peut-être de production. Enfin, voilà. Donc je ne sais pas s'il y a une solution. Mais en tout cas, c'est un enjeu majeur et je pense qu'il faut le prendre comme un enjeu majeur, exactement comme un critère technique. Il y a des règles, des lois techniques pour penser son projet. Je veux mettre telle turbine parce que j'ai tel débit, etc. et que ça se déclenche à partir de tel débit. Enfin, on accepte les contraintes techniques, qu'on n'appelle même pas contraintes, on appelle, je sais pas, critères ou autres. Et après, c'est tout le temps des des contraintes environnementales. Moi, je pense que ce sont des critères de base de réflexion du projet. Et il ne faut pas toujours partir du plus bas pour à chaque fois dire ça me coûte d'en mettre un peu plus. C'est vraiment être dans cette optique-là. Après, voilà, c'est vraiment mon ressenti par rapport à ce que je reçois aussi des services et de ce que j'entends. Hein. J'entends ce que vous dites, ce qu'on dit là. Mais, et c'est vrai qu'en plus, moi, à chaque fois que je reviens sur un dossier qui me revient, parce que là aussi je vais faire du concret, c'est pas parce que je suis au niveau national que... Moi, tous les dossiers me remontent. Les dossiers problématiques qui remontent soit à la DGEC, qui me les renvoie, voilà, parce que c'est un sujet. Et on se retourne vers le local, et on voit, on discute, et en fait, c'est pas grand-chose. C'est souvent pas grand-chose. Ben oui, non, il y a un moment, c'est efficace ou c'est pas efficace en termes de réduction d'impact. Donc, il faut pas grand-chose pour... Mais ne pas être efficace, c'est comme le disait l'OFB, c'est un investissement dans une passe à poisson qui finalement n'est pas efficace, c'est du gaspillage. Donc parfois, c'est pas grand-chose de plus ou un peu différent
qui permet d'être efficace. Et il faut franchir ce seuil d'efficacité pour que l'ensemble de l'investissement vaille le coup et que le projet passe beaucoup plus facilement aussi. C'est aussi une façon de faire passer les projets, hein, d'être dans... Xavier, tu souhaites réagir ? Merci pour ces, effectivement, pour ces réflexions. Alors, moi, je retiens, à ce stade, je retiens plusieurs points. Mais peut-être, veux-tu laisser la parole à Lucille Grémy avant d'avancer ? Bon. Réponds, je pense que c'est mieux, puis ensuite, effectivement, on présentera le bilan. D'abord, je me posais une question tout à fait technique sur ce que vous avez dit, Mme Garnier, sur la préservation des inondations, la prévention des inondations et des sécheresses, parce que j'ai en tête, alors évidemment, chaque cours d'eau est un cas particulier, on va le dire comme ça. Toutefois, j'ai en tête certains cours d'eau, notamment des torrents de montagne, dont on sait que si on les avait à l'état naturel, ils seraient à sec 4 mois par an, et que les équipements qui sont hydroélectriques en tête de bassin versant permettent une réalimentation, notamment pour préserver la biodiversité à leur aval. Voilà, j'ai quelques chiffres en tête et quelques situations comme ça. Je voulais juste comprendre en quoi je dirais le retour à un état un peu initial est susceptible de mieux prévenir en fait les cas d'inondation ou de sécheresse. Je peux monopoliser la parole, mais puisque c'est vraiment les sujets, les enjeux. D'abord, il n'est absolument pas question de revenir à un état initial de quoi que ce soit. On en est loin et ce n'est pas du tout un objectif. Il faut restaurer une fonctionnalité suffisante de l'écosystème cours d'eau pour qu'il puisse nous rendre les services qu'il peut rendre. Et ce n'est pas que l'écosystème cours d'eau, c'est cours d'eau avec son bassin versant et avec ses milieux humides. Quand on parle de continuité écologique, c'est aussi latéral, etc. D'abord, qu'un cours d'eau soit intermittent, ce n'est pas obligatoirement un problème. Voilà, si son écologie, son régime hydrologique, c'est comme ça. Et ensuite, j'ai envie de dire que des grands barrages servent à faire du soutien d'étiage, à remettre de l'eau, etc. à l'aval, et c'est beaucoup le cas en Adour-Garonne, particulièrement en Adour-Garonne, on est vraiment dans le secteur du soutien d'étiage. C'est pas obligatoirement le cas partout, puis c'est quand même relativement exceptionnel, ce sont des immenses barrages, etc. Et un cours d'eau naturel ne perd pas d'eau. Un cours d'eau naturel ne perd pas d'eau. Et en dehors des grands barrages qui stockent, parce qu'ils ont un différentiel, enfin une capacité de stockage, ils ont été construits pour cela, ils sont vidés avant de pouvoir être stockés, ils stockent pour effectivement avoir de l'eau l'été, souvent pour les usages, principalement pour les usages, parce qu'on a besoin d'eau, donc même quand on le relâche à l'aval dans le cours d'eau, c'est souvent pour que les usages puissent continuer à prélever, etc., pour diluer, pour faire des tas de choses. C'est pas pour les milieux qu'on a construit des grands barrages de soutien d'étiage. Et qu'on vienne chercher vers l'hydroélectricité aussi du stock supplémentaire, parce qu'on a le changement climatique, on a la ressource qui se dérégule, etc. Bon, c'est une chose, mais il n'a jamais été question d'enlever tous les grands barrages, tous les grands de stockage, etc. Quand on dit restaurer les fonctionnalités, c'est dans certains secteurs, certains tronçons, il faut faire des choix aussi de ce qu'on garde et de ce qu'on ne garde pas. Et stocker de l'eau derrière des petites retenues, ça ne donne pas plus d'eau au cours d'eau. À l'étiage, son débit il est toujours faible. C'est le débit du cours d'eau et les petites retenues ne jouent pas sur le débit du cours d'eau qui reste faible. Et le stock, si on le vide, ça dure 3-4 heures sur des petites retenues et après, la retenue est vide et le cours d'eau, il est toujours avec son petit débit d'étiage qui dure, lui, sur le mois de juin, juillet, août, septembre. Donc c'est une illusion de penser qu'on est en train de détruire de la ressource en eau ou autre parce qu'on va restaurer la course de l'eau. Ce n'est pas dans le cours d'eau qu'il faut stocker l'eau. On la stocke déjà beaucoup et on ne revient pas dessus globalement sur les grands barrages. Par contre, c'est dans le bassin versant qu'il faut restocker l'eau de manière le plus naturelle possible dans le sol et dans le sous-sol. Il faut ralentir la course de l'eau dans le bassin versant, mais dans le lit mineur, quand il peut respirer et quand il peut avoir sa course, être méandré, etc. Enfin, il y a énormément de mesures à prendre au-delà
d'enlever un stockage ou une retenue, etc. C'est aussi rallonger la course de l'eau pour qu'elle arrive plus tard à la mer, mais elle y arrivera. C'est le mécanisme naturel, on ne peut pas aller contre. Et, voilà. Merci. Nous allons passer à votre intervention, Lucille Grémy. Donc, effectivement, l'agence Adour-Garonne a 10 ans d'expérience sur la restauration de la continuité écologique. Donc, pouvez-vous nous faire ce bilan, nous illustrer peut-être concrètement ce qui a été fait? Comment jugez-vous ce bilan? Et aussi peut-être un avis sur la façon dont les hydroélectriciens ont contribué positivement, j'espère, à ce bilan. Oui, alors on a, dans ce qu'a dit Claude Miqueux, en effet, le président Alain Rousset a confié en fait au comité de bassin et puis à ce groupe qu'il a piloté une étude d'évaluation. Parce que le grand sujet, c'était de dire, faut-il dépenser autant et quels sont les résultats pour ce qu'on dépense? Donc un des enjeux, c'était de dire, si on fait un état des lieux, qu'est-ce qu'on a comme état des lieux, qu'est-ce qu'on a comme résultat? Donc, on a fait cette étude avec un bureau d'études qui a fait l'objet d'une concertation, à la fois une étude de bilan sur le bassin Adour-Garonne, et je peux vous en donner quelques chiffres, et puis aussi des focus, c'est-à-dire on a regardé territorialement ce qu'on pouvait donner comme résultat à l'échelle d'ouvrage ou à l'échelle d'axes sur lesquels on a en fait fait des travaux sur plusieurs ouvrages. Et donc, on voit bien que c'est compliqué. D'une part, les cycles des poissons sont longs. Donc, quand on fait un bilan sur lequel on a des données bancarisées depuis peu, ça peut être compliqué, en fait, de demander des résultats sur les espèces alors que l'historique n'est pas au rendez-vous de ce qu'on peut faire. Et puis il y a également énormément d'autres pressions. Il n'y a pas que l'hydromorpho, voilà. Il n'y a pas que les ruptures en fait, des cours d'eau et de la continuité écologique, il y a bien d'autres pressions. Les pollutions diffuses agricoles, les pollutions ponctuelles, industrielles ou domestiques, qui font que de toute façon les milieux sont perturbés et les espèces sont perturbées. Donc l'enjeu en fait, de la politique de l'eau, c'est en effet d'interagir sur toutes les pressions. La continuité écologique, et les barrages et les obstacles en sont une, mais il y a aussi toutes les autres. Et l'enjeu, c'est de travailler sur toutes les pressions, on va dire, en même temps. Alors, qu'est-ce qu'on a vu dans cette étude? Oui, alors je vous avais amené deux petites diapos, mais on peut les... Voilà. De toute façon, le rapport d'étude a été diffusé, en tout cas au comité de bassin, et on est en train d'en faire une diffusion un peu plus large. Ce que vous avez juste là, c'est juste 2 exemples en fait de sur le saison en fait dans les Pyrénées-Atlantiques, qui est bien connu de Christine. Et ce qu'on a pu observer en fait, c'est que il y a une vraie différence en fait de circulation des populations piscicoles avant et après travaux. Et on voit bien que après travaux, on a des populations en fait qui remontent sur le bassin, à Pourras c'est à l'amont. Et Nabas-Moléon, c'est à l'aval. Donc, on voit bien en fait qu'il y a une efficacité des travaux et que les investissements qui sont faits, j'aurais peut-être dû hier commencer par ça, c'est que faut pas parler que des problèmes, il y a aussi plein de choses qui vont bien, et il y a aussi beaucoup d'efforts qui ont été faits par la profession. Et aussi par les collectivités, parce qu'il n'y a pas que des producteurs hydroélectriques, il y a aussi des associations ou des collectivités qui possèdent des barrages, on va dire. Et le deuxième exemple, je crois que c'est sur l'anguille, j'ai pris, juste, c'est la diapo d'après. Oui, voilà. En fait, on a regardé l'amont et l'aval d'un moulin et on a regardé comment la population d'anguilles en fait colonisait. Voilà, et on montre très facilement que, évidemment, une fois qu'on a fait les travaux en fait sur le seuil du moulin, et bien évidemment, les anguilles qui étaient stockées au pied du seuil ne sont plus stockées et qu'elles peuvent circuler. Et donc, voilà. Donc ça, c'est juste 2 exemples. On a montré également dans ce travail qu'il y avait un vrai effet aussi à l'échelle d'un axe sur les turbines ichthyophiles, c'est-à-dire sur des ouvrages équipés de turbines ichthyophiles où on avait en effet une capacité en fait de montaison en fait et un effet sur les populations qui était tout à fait mesurable et mesuré. Voilà. Et puis on l'a vu sur d'autres axes. Donc c'était intéressant cette étude pour voir que
on est capable de montrer certains résultats à l'échelle d'ouvrage, mais aussi à l'échelle d'axe, où on a eu des opérations coordonnées. L'agence a énormément investi sur les opérations coordonnées, parce que l'idée, c'était de dire, si on équipe un ouvrage, mais qu'à l'amont ou à l'aval, on n'équipe pas l'ouvrage, ça ne sert à rien. D'ailleurs, si l'ouvrage de l'aval n'est pas fait, d'avoir équipé et d'avoir investi sur l'amont. Donc les opérations coordonnées, on en a fait beaucoup en fait au programme précédent. Le CESE en faisait partie. On a réhabilité, j'ai envie de dire, ces opérations coordonnées au milieu du 11e programme, et on va les poursuivre au 12e programme, c'est notre objectif, avec des taux d'aide élevés en fait, pour pouvoir aider au maximum en fait, les investissements. Voilà. Pour ce qui vous concerne, par exemple, sur à peu près les 10 dernières années, l'agence a dû aider à peu près entre 400 et 500 ouvrages. Alors, on est en 2024, donc je prends des chiffres. Voilà. Il faut savoir que sur 500 ouvrages, en fait, c'est 150 millions d'euros d'aide, on va dire entre 100 et 150 millions d'euros d'aide voilà, à l'ensemble en fait, des porteurs de projets. C'est 2/3 de ces aides aux producteurs hydroélectriques et 1/3 aux autres, même si le nombre d'ouvrages hydroélectriques est 1/3, alors que les 2/3 sont non hydroélectriques. Voilà, donc ça vous donne une idée. Pourquoi évidemment ce rapport? Parce que équiper un ouvrage hydroélectrique coûte évidemment plus cher que lorsqu'il y a un usage, que à raser ou effacer un seuil sans ouvrage, sans usage. Voilà. Donc ça fonctionne. On est encore loin du compte, c'est-à-dire que je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais il faut retenir en fait que sur le bassin d'Haute-Garonne, par rapport à ce que disait Claude Miqueux sur le fameux plan apaisé et donc la priorisation qu'on a faite en Haute-Garonne, en gros, il faut retenir qu'il y avait 1000 ouvrages. Enfin, il y a 1000 ouvrages. Il y en a un peu moins de 1000 aujourd'hui, mais en fait, il y avait 1000 ouvrages sur lesquels on voulait en fait que la restauration de la continuité écologique se fasse jusqu'à fin d'année dernière, donc jusqu'à fin 2023. 500 fin 2023, 500 fin 2027, à peu près, pour vous. Voilà. Sur ces 1000 ouvrages, il y en a 200 qui ont été faits aujourd'hui, où les travaux sont terminés, à peu près, ou quasi terminés. Il y en a 700 qui sont initiés, et il y en a encore à peu près une centaine où rien ne se passe. On est en 2024. On pourrait considérer que lorsque la liste des ouvrages prioritaires a été publiée en 2020, 4 ans après, on aurait au moins initié partout, et que les 700, vous voyez, il y a quand même 70% d'ouvrages qui ne sont pas terminés. Il n'y en a que 20%, un peu moins de 20% même qui sont terminés. Donc voilà, il ne faut pas ralentir en effet la concertation et la conciliation pour arriver à s'entendre. Et puis, parce que voilà, le travail est devant nous, et puis il y a encore beaucoup à faire. Alors, à l'agence, on va se donner les moyens, et bon, c'est une histoire d'équilibre là aussi entre une stratégie de recettes et une stratégie de dépenses, mais en tout cas, on souhaite valoriser vraiment toute la ligne de programme qui permet d'aider en fait et de rattraper le retard en fait par rapport à la continuité écologique. Pour pouvoir aider massivement, mais il y a un besoin en effet de ne pas ralentir et de s'entendre. Là-dessus, pour le coup, le comité de bassin a voté des recommandations qu'on a travaillées ensemble. Alors d'ailleurs, on a mis un petit peu de temps à les travailler ensemble, mais on s'est accordé sur des recommandations. Donc ces recommandations, elles ont été travaillées dans le groupe pluriel dont parlait Claude. À la fois, il y avait des producteurs hydroélectriques, mais aussi des associations de protection de la nature, des collectivités et des élus. En fait, il y a 16 recommandations. Une des recommandations, c'est l'état initial. Et c'est vos propos qui m'y ont fait penser. C'est vrai que se planter sur l'état initial, c'est déjà mal démarré, en fait. Donc, bien démarrer sur un état initial où en fait on se met d'accord sur comment faire cet état initial, ce qui va donner en fait finalement le dimensionnement de tout le reste du projet, c'est déjà bien démarré. Et pour ces recommandations, l'idée c'est absolument pas que la Troïka dont parle Claude, mais en tout cas que ce soit les services de l'État qui mettent en œuvre et qui animent ces recommandations. Je vois Isabelle et Christine devant moi, mais elles le savent. En fait, pour moi, en fait, si on va y arriver, si l'animation en fait de ces recommandations est assumée
par tout le monde. Et donc que l'opérationnalisation de ces recommandations se fasse non pas par les services de l'État ou de l'agence, mais aussi par vous les producteurs, parce que évidemment vous avez des choses à dire, et que ça ne peut pas être un pilotage en fait uniquement en fait par des services institutionnels avec une vision. Voilà, il faut que ce soit forcément aussi piloté par vous. Et donc l'appel, c'est que les collectivités, comme les producteurs électriques, prennent à leur charge en fait la responsabilité de certaines recommandations. L'agence prend les siennes, l'État prend les siennes, et c'est comme ça qu'on pourra y arriver. Très bien, donc pas de ralentissement des aides. Ce que je comprends, c'est au contraire doublement, donc une ambition et des moyens qui vont continuer dans les années à venir. Je crois que je vous ai laissé une troisième diapo, là, c'était pour les aides, il me semble. Ouais, voilà. Donc le 11e programme se termine là dans 6 mois. On avait des aides de 50% en fait, pour tout ce qui est animation ingénierie, et puis des taux d'aide qui étaient de 30 à 80%. Selon l'ambition du projet, selon le fait que le projet était isolé ou dans une opération coordonnée, et selon qu'il était ambitieux en termes d'effacement d'arasement notamment. Dans le cadre évidemment de la loi climat et résilience qui est parue. L'idée en fait au 12e programme en fait, c'est de ne plus avoir de taux d'aide à 30%. C'est de monter le taux d'aide en fait sur l'animation et l'ingénierie, parce que ça passe en effet par la communication, la sensibilisation, le dialogue, et que plus en fait on peut avoir une animation territoriale, et mieux ça marche. Enfin, en tout cas, c'est notre conviction. Donc de l'aider à 70% et d'avoir en fait juste deux taux, opération isolée ou de base, on va dire, une aide à 50% et 80% pour toute opération collective, qu'elle soit isolée ou qu'elle soit dans un axe coordonné. Ça suppose quand même qu'on ait les moyens de cette politique. Et les moyens, c'est un petit peu stoppé là, dans les débats. Mais ça ne saurait évidemment poursuivre ainsi. On va forcément voter un programme d'ici la fin de l'année pour qu'il soit en vigueur le 1er janvier 2025. Merci. Le temps file. Il y a à peu près 12 000 questions qu'on aurait aimé vous poser. Donc il va falloir faire une sélection. Je ne peux pas terminer cette table ronde sans évoquer un point, parce que c'est comment on s'est engagé à relayer aussi des sujets qui intéressent vraiment nos adhérents. Donc il y a un sujet qui tient sur 3 mots, c'est VNF. Donc je vous en parle parce que ça inquiète beaucoup de nos adhérents, donc notamment sur la fin des COT. Et puis finalement, ça a du sens parce que c'est équiper des seuils VNF, c'est peut-être un des sujets sur lesquels on se retrouvera à peu près tous par rapport à la conciliation sûrement des enjeux. Donc très concrètement, fin des COT, dialogue de sourds entre les producteurs et position de quasi-blocage de tous les producteurs avec VNF. Sur le principe alors c'est un peu technique, mais VNF réclame finalement des business plans, mais en tronquant un certain nombre d'investissements non amortis, donc ce qui effectivement expose un modèle économique qui n'est pas le bon. Évidemment, ce modèle économique, du coup, comme il est tronqué, amènerait à des augmentations faramineuse de la redevance, multipliée par 10 au moins. Et puis, comme cette discussion n'a pas lieu, menace d'appliquer des pénalités avec des redevances importantes. Donc c'est un sujet important, parce que beaucoup de ces COT arrivent à échéance. Donc voilà, donc j'ai envie de poser la question à la DGEC, savoir si, une fois de plus, ce sujet est connu, et comment on sort de la situation. Effectivement, c'est un sujet qu'on connaît depuis pas si longtemps que ça, mais qu'on a bien identifié. On comprend de la problématique qu'il y a une sorte de décorrélation entre le niveau de redevance qui vous est demandé à certains porteurs de projets AVNF et le plan d'affaires du projet qui vise quand même à atteindre une rentabilité globale. Donc c'est bien un sujet qu'on a compris, qu'on va porter auprès de VNF et puis qu'on va discuter aussi avec la DGITM, Direction Générale en charge. Et puis, voilà, enfin, on est bien dans l'idée d'essayer de sortir par de cette solution, dans la mesure où, de toute façon, pour que l'équilibre du projet soit respecté, il faut bien, comme ce sont des projets qui sont en général soumis à des aides, si on augmente la redevance, mécaniquement, ça augmente le niveau de soutien qui est nécessaire pour atteindre la viabilité du projet. Donc, je pense quand même, j'espère qu'on devrait pouvoir trouver une solution compte tenu de ce jeu de vase communicant. Même si il est effectivement pas surprenant qu'un projet qui soit lié à une installation de VNF soit peut-être
fasse l'objet d'une redevance qui vient compenser le fait qu'il y a des installations qui sont existantes. Donc c'est un projet qui est initialement peut-être avec des coûts moindres, mais effectivement, enfin, des retours qu'on a compris de votre part, ces taux deviendraient presque disproportionnés. Donc c'est bien un sujet qu'on va discuter avec eux. Je ne sais pas si vous avez des compléments à apporter côté. Alors, juste pour dire que typiquement, l'équipement d'ouvrages de navigation, ceux de VNF ou pas, mais enfin c'est essentiellement ceux de VNF, typiquement ça fait partie des secteurs où oui, nous, côté DEB, on considère que c'est super bien de développer de l'hydroélectricité, puisque de toute façon ces barrages-là, ils sont structurants. Et donc les difficultés administrativo-économiques liées à la situation, etc., je pense qu'il faut qu'on arrive à les résoudre ensemble, parce que là, je pense qu'on a le même objectif. Vraiment, c'est pas d'ailleurs le seul cas, hein, c'est assez souvent, donc il n'y a pas de souci. Mais là, c'est vraiment typiquement un choix. Merci de le dire, oui. Voilà. Merci. C'est terminé, mais personne n'a quitté la salle, donc je propose de vous donner la parole pour une question ou deux. Oui, la directive RED 3 veut accélérer sur les énergies renouvelables suite à la crise, à la guerre en Ukraine et à la crise de l'énergie. Les États membres vont devoir faire l'inventaire des barrières administratives dans leur plan national énergie-climat. Les délais hors de proportion dans l'instruction, les demandes multiples, répétées, les surdimensionnements de passe à poisson, les surdimensionnements de débits réservés sans contre-étude d'impact, sans étude d'efficacité. Enfin, il y a une liste. Bon, comment on va faire pour, dans le plan national climat-énergie, faire l'inventaire de ces barrières administratives et proposer les remèdes pour vraiment faire lever ces obstacles au développement. Alors là, je parle hydro, mais c'est valable pour toutes les énergies renouvelables. Voilà. Bonjour, je m'adresse à Madame Garnier. Quand elle a dit ce qu'elle fait au ministère, moi j'ai l'impression de ne pas m'adresser au même. Vous dites que par exemple, le QMNA5 n'est pas mis en avant par vous. Chez nous, c'est systématique. Avec le PNA d'ESMAN, chaque fois, le minimum demandé au départ, c'est QMNA5, quelles que soient les études. Et même maintenant, on nous demande le QMNA2 pendant la période de reproduction. Alors, quelle est la période de reproduction? On ne la connaît pas. Donc, par mesure de précaution, on me demande le QMNA2 du 15 janvier au 15 août. Sachant que le site est une station de ski et qu'il est sous un mètre de neige jusqu'au 15 avril minimum. La reproduction du DESMAN, c'est fortiche. Hein. Moi, je ne comprends pas que vous ayez cette impression, alors que nous, le ressenti sur le terrain, c'est que c'est systématiquement le contraire. Par ailleurs, Claude, tu as dit qu'il n'y avait qu'une dizaine de points irritants. Je n'ai pas de chance parce que je dois en représenter la moitié à moi tout seul. C'est quand même formidable. Je pense qu'il y en a plus que ça. Bonjour, je souhaitais vous interpeller, moi, sur le classement des cours d'eau, liste 1, liste 2, quelque chose qui a été réalisé maintenant il y a quelques années. Le ressenti, c'est que ça a été fait de façon plutôt aveugle, sans justificatif scientifique prouvé. Vous avez dit des choses très intéressantes, qui est l'étude du cas par cas. Est-ce qu'il n'est pas le temps aujourd'hui de réviser ce classement de cours d'eau, où les résultats ne sont pas prouvés aujourd'hui, et de faire de cas par cas sur l'ensemble des rivières? Parce qu'il y a besoin de produire de l'énergie renouvelable, c'est essentiel aujourd'hui. Merci. Vous avez oublié de vous présenter. La première question était de Ghislain Weissrock, le référent Europe de France Hydro. La deuxième de Gilles Addisson, producteur dans les Pyrénées. Et la troisième, Cédric Triol, producteur dans l'Ain. Bonjour, Clément Van Straten. Je suis surtout sur les toutes petites puissances et les moulins. J'ai entendu que l'équipement de seuil existant était plutôt dans les priorités pour le développement de la petite hydro. Et du coup, ma question, c'est est-ce que ça veut dire qu'on va faciliter la réactivation des moulins, et notamment les projets européens qui peuvent permettre ce développement-là?
Je pense à Rénov' Hydro en particulier. Et on en prend encore une ou deux. Oui, bonjour. Pierre Passebosque. Je suis producteur sur la Goutte, bien en amont de la ville de Toulouse, en dessous des monts de la Cône. Voilà. Alors, il y a une chose que je ne comprends pas trop. On est tous écolos dans cette salle et j'ai toujours fait ce qu'on me dit de faire. En 2004, j'ai rajouté un contrat à ma centrale et on m'a dit qu'il faut faire une passe à saumon avec 10 bassins. Et quand vous avez un nouveau contrat, vous n'êtes pas subventionné, ok, 200 000 €. En 2015, on fait la continuité écologique. Donc on me dit maintenant votre passe à saumon, il faut la raser et faire une passe en anguille. Effectivement, pendant 10 ans, je n'ai pas vu un saumon. Donc on fait une passe en anguille, on rajoute 5 bassins d'un côté, 5 bassins de l'autre, j'en ai pour 300 000 €. Effectivement, il y a une subvention dessus. Et on est en 2024, en 10 ans, je n'ai jamais vu une anguille. Par contre, toutes les semaines ou presque tous les mois, dans la dépêche, on voit des pêches de silure. Et j'en ai eu dans mes grilles des silures qui font presque 1,50 m à 2 mètres de longueur. Que fait l'OFB, que font les sociétés de pêche pour lutter contre ce silure? Des fois, on a l'impression qu'il y a une connivence entre eux. Si on nous dit il y a réchauffement climatique, le saumon ne remontera pas. Mais si en plus on rajoute des animaux invasifs qui bouffent les anguilles, et les truites et compagnie, on ne va pas s'en sortir. Donc la question est qu'est-ce qu'on fait par rapport aux silures? Pierre Gauthier, président de VPH 07, c'est valorisation du patrimoine hydro dans le 07 en Ardèche. On a des contacts assez récurrents avec la DDT du 07 et une nouvelle doctrine a été mise en place dans le 07 sur la durée des autorisations dans le cadre de renouvellement, qui est maintenant par doctrine limitée à 20 ans. Les dossiers sont de plus en plus lourds. Pourquoi cette doctrine et comment, on avait demandé un minimum de 30 ans, on était passé donc de 70 ans à 30 ans. Pourquoi cette doctrine de 20 ans, sachant que dans les arrêtés préfectoraux, le préfet peut à tout moment demander, passer des arrêtés complémentaires en cas de modification de l'arrêté. Alors, j'ai noté, j'ai pris des petites notes quand même, parce que sur l'histoire du décement et du QMNA5, là par exemple, alors le décement c'est que dans les Pyrénées, donc c'est normal aussi peut-être que moi au niveau national, je n'ai pas des retours sans arrêt, pas l'impression que tous les services de France parlent de ce QMNA5. Après, je pense que c'est effectivement, il fait l'objet d'un plan national d'action. On essaye de restaurer la population du décement. Il a quelques cours d'eau, il est endémique de quelques cours d'eau, un petit territoire. Et oui, typiquement, c'est un enjeu fort, local, et au cas par cas, vous pouvez avoir un service qui, du coup, prend une précaution, quelque chose qui va dans le sens de la compatibilité entre l'hydroélectricité et cet objectif de reconquête et de retour, restauration d'une population viable du décement sur son périmètre d'extension, plus ou moins historique. Voilà. Donc là où il n'est pas encore, on espère bien qu'il va revenir. Ça, c'est aussi l'enjeu d'une restauration. Enfin, l'objectif d'une restauration de population, c'est de le trouver dans le territoire où il n'est plus aujourd'hui, parce que c'est justement ça un peu la catastrophe
Voilà. Donc, oui, je dis pas, il y a certainement des sujets que mène à 5, mais alors de dire que c'est au niveau national, non, j'ai pas ce retour. Mais je pourrais pas régler tous les sujets ici, voilà. Après, il y avait l'histoire des classements de cours d'eau à l'aveugle, la révision, etc. Alors, vous voyez les débats qu'on a ici, où on essaye, on est assez libre, etc. On essaye de... bon, les classements, alors déjà, les classements en liste 1 n'ont pas été faits à l'aveugle, ils n'ont pas été faits n'importe comment. Donc ça, je vais quand même défendre l'administration qui ne fait pas n'importe quoi. Et l'administration dans les bassins, avec les agences de l'eau, le fameux STB, dans les 6 grands bassins et en Corse et même dans les Outre-mer, c'est des choix qui ont été faits sur des critères objectifs de très bon état écologique, d'axes migrateurs et de réservoirs biologiques. Alors je sais qu'il y a des débats, etc., mais à un moment donné, on ne peut pas tout le temps revoir le match de tout. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans, 2012-2013, hein, le classement en liste 1 et en liste 2, et revoir, vous voyez, l'ambiance qu'il y a pu y avoir aussi sur la continuité, sur les classements. On peut aussi se dire qu'on peut être un peu dans la durabilité, de stabilité d'une loi. Il y a eu des choix entre, oui, il y a un potentiel, mais globalement, il reste un potentiel ailleurs, etc. Et globalement, les enjeux sont là et justifient qu'on arrête d'ajouter des obstacles. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas, en plus, rajouter une turbine à des ouvrages existants. Donc c'est quand même pas la même chose que les rivières réservées d'antan, etc., où c'était que l'hydro qui était visé. Là, c'est les obstacles. Après, sur l'équipement des toutes petites puissances et des moulins et l'équipement des ouvrages existants, alors je fais une petite différence quand même entre l'équipement d'ouvrages existants, structurants, où on rajoute accessoirement une production hydroélectrique, puisque tant qu'à faire, puisque l'ouvrage est là, autant le faire, et les moulins qui sont un sujet à multi-visage, en fait, c'est quand même beaucoup plus complexe. C'est pas exactement la même chose. Là aussi, il n'y a pas un principe de on va restaurer et remettre en route tous les moulins ou toutes les petites puissances. D'abord, ça dépend vraiment de l'état des ouvrages. Et quand le seuil est plus là, on a énormément de demandes de remise en route de moulins avec des seuils qui sont en brèche, avec la rivière qui passe, etc. Il faut reconstruire le seuil sans autorisation environnementale, alors que si c'était un site vierge, il y aurait une autorisation environnementale. Donc c'est des choses un peu plus délicates, tout ça pour quelques kilowatts. En fait, ce que je peux dire aussi, c'est dans l'hydroélectricité, c'est les premiers kilowatts qui coûtent le plus en impact. Hein. Les impacts, le socle d'impact, il est le même entre 37 kilowatts ou 1000 kilowatts, j'ai envie de dire, quasiment. Hein. Enfin, on construit le mur, on construit l'obstacle, on oblige à faire une passe à poisson, on va faire un tronçon court-circuité, on fait une retenue. Il n'y a pas des différences énormes. C'est dès les premiers kilowatts, on a ces impacts-là. Donc, c'est pour ça, je dis le plus de kilowatts possible pour le moins d'impact possible. C'est vraiment la formule à appliquer. Et après, il y avait le silure. Donc là, si tu veux dire deux, trois mots sur Adour-Garonne, parce qu'il se fait des choses. Et moi, sur le plan national, c'est une question, on s'y intéresse. Et, ouais. On s'y intéresse. Oui, il n'y a pas que les obstacles et la continuité comme pression sur lesquelles il faut agir. On doit aussi agir sur les pollutions diffuses. Et vous êtes au courant, comme nous tous, enfin, aussi des discussions nationales sur ce sujet, etc. Enfin, on fait aussi comme on peut. Voilà, et on joue sur toutes les pressions, on essaye avec toutes les difficultés que chaque pression et réduction de pression peut présenter, en fait. Et le silure, on a aussi des enjeux. Je peux vous assurer que on a bien dans le scope de réduire la pression du silure. Pas éradiquer le silure, hein, parce que voilà, pas des objectifs inatteignables, mais réduire la pression du silure et aussi rendre efficace la circulation des poissons, parce que c'est aussi une aggravation d'impact, hein, d'avoir un ouvrage là au pied duquel les espèces migratrices vont chercher même la passe à poissons.
Donc le silure en profite. Donc voilà, je vais laisser la parole sur un tour à Claude Milqueux, voilà, sur Merci, les oui. expérimentations. Président Casio, je voudrais vous faire toujours dans cette même démarche concrète 2 propositions. Première proposition, c'est l'intervention de Gilles Addison qui me l'a sollicité. Je veux parler du médiateur de l'hydroélectricité. Je propose que l'on apprenne collectivement à utiliser le médiateur de l'hydroélectricité. Nous l'avons voulu, ce médiateur, au Comité national de l'eau. Nous l'avons voulu. Il a été intégré à la loi Climat et Résilience de 2021. Le décret expérimental pour la région Occitanie a été pris en juin 2022. Et dans la loi Climat et Résilience de 2023, il a été élargi à tout le territoire national. Tu as vécu avec difficulté cette mission donc dite de conciliation du médiateur de l'hydroélectricité. Et je pense que c'est une démarche nouvelle. Nous l'avons voulu. Pour l'instant, elle ne suscite pas l'enthousiasme, pas de langue de bois. Mais je propose dans ce premier challenge que nous apprenions collectivement à savoir qui sont ces médiateurs, comment ils fonctionnent, quels sont les dossiers qu'ils traitent et comment on peut améliorer ce relationnel que vous évoquiez tout à l'heure, qui doit être effectivement plus apaisé. L'autre proposition, il me semble que vous avez évoqué un changement des classements, revoir les classements des cours d'eau. Moi, j'ai participé au premier classement, hein, c'était il y a 20 ans. C'est souvent évoqué dans nos travaux. C'est typiquement une décision qui relève du politique. Vous avez compris que participant à la gouvernance publique, nous y sommes, nous, on a les mains dans le cambouis, nous sommes dans le domaine réglementaire. Je pense que là, ce sera un acte politique fort, majeur. Donc, si la France allait bien, ça saurait, mais je ne dérape pas, même si les tentations sont grandes. Mais il me semble que lorsque notre pays se sera doté d'un nouveau gouvernement, si vous souhaitez aborder ce sujet, abordez-le sous un angle d'arbitrage politique. C'est le conseil que je voulais vous donner. Il est fini. Ah si. Sur les silures, donc oui, on est dans les conciliations et la concertation, donc c'est vrai que les silures ne sont pas une espèce nuisible, c'est ce que disait Claire Cécile, en effet. Et puis il y a des enjeux aussi de pêche au loisir, et donc sur l'usage de la rivière et des espèces. Voilà, le silure représente un certain intérêt pour un tas de gens. On a lancé une expérimentation sur le bassin de Garonne qui est en train de, peut-être que Claire Cécile du coup t'en reparlera, qui est en train d'être extrapolée au niveau national. Cette expérimentation, c'était de travailler sur 3 sous-bassins avec les pêcheurs professionnels et de les financer pour qu'ils pêchent des silures et qu'on regarde ce qu'il y avait dans ces silures. Sans les remettre à l'eau, bien évidemment, donc dans un objectif plutôt de connaissance en fait de l'espèce et aussi de régulation de l'espèce. Ce qu'on a observé, c'est que quand les pêcheurs professionnels pêchaient des silures, ils ne pêchaient pas en général de saumon, parce que c'était quand même aussi un des objectifs de dire que à pêcher des silures, on peut aussi finalement pêcher d'autres espèces que celles qu'on souhaite protéger et dont on veut assurer la migration, que par contre, dans tous les silures pêchées, pas facile à dire, il y avait bien des saumons dans leurs estomacs. Donc oui, comme vous le disiez, les silures exercent une pression et l'objectif, en fait, c'est de réguler cette pression avec les pêcheurs professionnels en continuant l'expérimentation et surtout en incitant les pêcheurs professionnels à mettre en place une filière. Parce que là, aujourd'hui, en fait, il y a des financements agences de l'eau. On est sur une expérimentation, c'est possible de le faire sous ce titre-là. Par contre, l'objectif, c'est que la filière en fait, professionnelle puisse se définir et réguler l'espèce avec un modèle économique qui permet en fait, de tenir tout seul. Voilà. Oui, sur le silure,
Pas de langue de bois. Moi, j'ai dit au président des pêcheurs d'Adro-Garonne qu'ils avaient tort. Franck Dartout nous a montré, Franck Dartout, c'est le représentant de l'hydroélectricité sur Adro-Garonne, le patron d'EDF, nous a montré des photos où, franchement, c'est insupportable. Donc il faut dire ça aussi, tranquillement. On ne peut pas tourner autour du pot sur ce sujet. Il faut aussi l'aborder avec franchise. Voilà. Sans éradiquer, comme vous l'avez dit, mais en tout cas, il faut l'aborder. Président, un autre message. Dans le groupe de travail OFB hydroélectricien, nous avons fait le constat tranquille qu'il y avait un problème d'instruction souvent parce qu'il n'y avait pas suffisamment de dialogue en amont. On l'a constaté collectivement. On peut se dire ça gentiment. Donc, moi, le conseil que l'on vous donne, c'est vraiment dès le début. En tant qu'élu local, je l'ai vécu avec les bâtiments de France. Je ne vous fais pas de dessin sur les difficultés relationnelles. Mais là, c'est la même chose. Et Hervé Blum, qui est à la retraite maintenant, nous avait dit, vous étiez témoin, président aussi, nous avait dit, mais il a fait parler ses services, et les services ont dit, mais on a 3 énervements de trop, parce qu'on ne se parle pas dès le début. Donc moi, c'est un vœu que je confirme ici, parce qu'il est issu du dialogue que nous avons entre nous, et que vous avez aussi entendu. Alors, sur la durée d'autorisation, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de règle précisée ni figée. Oui, 20 ou 30 ans. Là, je ne peux pas vous dire pourquoi le service a décidé 20 ans, parce qu'il veut revoir régulièrement. Alors, moi, je sais qu'au niveau administration centrale, il faut qu'on arrive à rediscuter avec nos services déconcentrés sur beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de choses, y compris sur les simplifications de procédures pour l'équipement d'ouvrages existants, pour l'augmentation de puissance, etc., que je pense qu'on doit rappeler. Bon, voilà, après, c'est une question de moyens, de temps, de difficulté aussi de mettre tous les sujets sur la table. On a des textes qui prévoient des choses simplifiées ou simples, en tout cas. Le renouvellement... Et là, même à titre personnel, je suis contente puisque c'est une réforme qui a été faite en 2014 que j'ai portée. C'est le renouvellement simple, c'est la règle en IOTA, là, en installation, ouvrage, travaux, activités soumis à la loi sur l'eau. Et donc, l'hydroélectricité, en rentrant dans le régime, la procédure et l'autorisation environnementale en même temps unique, a bénéficié aussi de ce renouvellement dont la règle est, en premier lieu, c'est d'être simple, de ne pas relancer une procédure complète, etc. Oui. Mais donc, je sais que ça, c'est quelque chose qui n'est pas bien compris. Alors, c'est vrai que c'est dur de faire simple quand on a des installations qui sont exploitées depuis 45, 70 ans. Pour celles qui viennent en renouvellement, là, parfois, c'est... Donc le service, il préfère... Enfin, c'est vrai que c'est plus simple de dire on refait tout un dossier, on refait une autorisation, parce que je ne sais pas trop, la sécurité juridique, est-ce qu'on va se faire attaquer, enfin... Mais c'est vrai que le renouvellement est censé être simple, avec une mise à jour évidemment de tout le dossier quand même. L'état des lieux n'est pas le même, ce qu'on a fait pendant l'exploitation, le retour d'expérience de l'exploitation, etc. Le changement de droit et de fait, la situation du cours d'eau et de la législation n'est pas la même, etc. Donc, qu'on fasse des renouvellements relativement fréquemment, 20 ou 30 ans, moi, je vais vous dire, je ne sais rien, je ne sais pas. Mais à partir du moment où, effectivement, le renouvellement serait vraiment simple, je ne vois pas en quoi, voilà, tous les 20 ans, finalement, c'est... Est-ce que c'est peu? Je ne sais pas. Mais en tout cas, la question de simplifier le renouvellement quand, de toute façon, il n'est pas question de faire, je ne sais pas quoi, enfin, d'enlever ou d'autres... Je ne vois pas pourquoi il faut refaire des grosses procédures, moi, personnellement. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à changer. Quand il y a beaucoup de choses à changer, c'est plus clair de tout remettre à plat. C'est un peu ça, le réflexe. Mais voilà. Donc, il y a aussi des réexamens intermédiaires possibles. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas utilisées. Je suis d'accord, il faut qu'on redise les choses aussi à nos services. Mais... Merci. Il y a Jules qui voulait dire un dernier mot avant que je clôture la table ronde. Oui, merci. Très rapidement, sans rentrer dans tous ces points précis et importants,
Si on regarde le titre de la table ronde, de l'extérieur, on aurait pu penser qu'aujourd'hui, on parlerait ressources humaines, taux d'intérêt, recherche de sites, connexion avec le système électrique, prix négatif, pourquoi pas. Et en fait, on vient de passer 2 heures passionnantes, mais à parler d'interface entre la réglementation de protection de l'environnement et les objectifs énergétiques. En fait, si je vais essayer de prendre ça avec du recul, pendant des siècles, et plus récemment le siècle dernier, l'humanité a fait des dégâts considérables à son environnement, notamment avec l'exploitation d'énergie fossile. C'est documenté, c'est connu, et donc c'est complètement normal que les grands pays développés aient cherché à mettre en place des réglementations pour protéger ce bien commun. Ce que personne n'avait forcément bien en tête, notamment au niveau européen, c'est que les nouveaux venus qui remplacent les méchants, entre guillemets, fossiles, allaient venir également occuper l'espace, allaient être aussi des installations humaines avec empreinte. Et donc c'est pas tellement étonnant qu'on se retrouve avec ces contradictions entre d'un côté une réglementation qui cherche à protéger la nature, et de l'autre, des volontés d'installation des acteurs économiques qui viennent faire des choses qu'on leur demande de faire, parce qu'on leur fixe des objectifs programmatiques, on leur demande de faire ça, et qui se retrouvent confrontés à une réglementation qui n'est pas faite pour ça. Et donc ça a un conflit directement sur le terrain. Alors en même temps, quand on pose le problème comme ça, on voit qu'il n'y a pas forcément de fatalité. Et je voulais surtout conclure là-dessus, parce que ça vaut pour l'hydro comme ça vaut pour tous les sujets d'énergie renouvelable. Il y a une vieille locution latine qui dit quelque chose comme « in medio stat virtu ». La sagesse est dans la modération, enfin ça n'est pas la traduction littérale, mais on peut l'entendre de cette manière. En tout cas, elle est dans le dialogue, et je trouve que ce qui a été évoqué tout à l'heure, les démarches qui cherchent à chercher la proportionnalité, qui cherchent à trouver l'équilibre, sont quand même bienvenues, et qu'autour de ça, on doit pouvoir se retrouver, à condition de bien intégrer cette espèce de double objectif, parce qu'en fait, ces deux objectifs sont parfaitement conciliables. C'est ça que je voulais juste indiquer en réaction personnelle. Merci. Je dirais pas silure, mais je dis c'est l'heure. Donc il est l'heure. Et je n'aurais pas la prétention de faire la synthèse, surtout qu'elle vient d'être faite parfaitement par Jules. J'ai juste noté quelques verbatim. Alors, si je me place d'un point de vue vraiment plutôt noir, on ne se comprend pas, il n'y a pas de dialogue, ça c'est voilà. Mais assez vite quand même, il y a d'autres verbatim. Il n'y a pas que des problèmes, il y a aussi des choses qui vont bien. Et j'ai personnellement noté quand même une volonté sincère et commune de trouver des solutions. Je pense que la difficulté, c'est plutôt de se mettre d'accord sur les points d'équilibre. Et que du coup, la solution, et là vous l'avez tous dit, pareil, je vous cite, c'est de pouvoir continuer inlassablement à discuter, à concerter, et puis à dire ensemble sur le terrain, voilà, avec ou sans médiateur. Voilà, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup à vous d'avoir participé à cette table ronde et d'avoir vraiment joué le jeu. Je vous remercie personnellement. Voilà, dans mon premier exercice, hors sujet, me dit Jules, donc tant pis, ce sera la dernière du sujet. Merci à vous.